tous, il est midi 48 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus riches, sur des sujets plus ou moins aussi riches que la fortune de Bill Gates. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler des GAFAM et d'écologie, en commençant avec notre petit artichou qui va parler de Jacques-Yves Cousteau, non, pas l'école maternelle primaire de Pouzoulajari, mais le navigateur qui a été l'un des premiers à prévenir sur la situation écologique des océans. Puis notre choupette va nous faire un petit moment de sensibilisation à l'écologie pour les grands et les petits. Et après une petite pause musicale bien méritée, on enchaînera avec un condensé d'un entretien de plus de 2 heures avec la juriste environnementale de chez Razat Zaiter que j'ai monté pour le réduire à 13 minutes, c'était compliqué. Pour enfin finir, comme tous les mercredis, avec un petit débat, cette fois sur le lien entre économie et écologie. Et on se dit bonjour les chroniqueurs, comment vous allez ? Incroyable. Eh bien, ça va. Super, je suis hypée par le débat parce que c'est mon chapitre d'SES. Je suis hypée par la musique et par les nouveaux jingles parce que je les ai pas écoutés. Bon, je suis hypée par l'émission, la bonne humeur, je suis contente. Moi je veux dire juste un truc, une reprécision. On pourra refaire une émission spéciale GAFAM, genre pas entremêlée à l'écologie parce que j'ai un truc qu'il faut absolument que je vous présente. Oui. Merci. Pas de soucis. Wow. Est-ce que vous êtes prêts pour cette émission qui s'annonce particulière ? J'adore la nouvelle DA. Prévoyez du temps pour le débat. Moi, je propose qu'on commence avec Artichou. Allez, moi jingle. Ouais, je t'aime. Alors, ça perturbe. Bienvenue, jeune individu. Allez, on recommence. Bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une musique ou une série en rapport avec notre thème. Donc installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Je tiens à préciser déjà quelque chose avant de vous parler, c'est que j'ai eu l'envie de faire cette chronique entièrement à l'improvisation pour voir si j'en étais capable et pour tester mes capacités à l'oral. Donc c'est parti, oral de français, tu connais. Et il a prévu de faire le grand oral comme ça. Sans rien préparer. Alors, moi je vais vous parler du coup, comme l'a dit Noé, de l'école qui se situe à... Non, ça c'est autre chose. De donc Jacques-Yves Cousteau, donc surnommé Capitaine Cousteau, commandant Cousteau, pardon. C'est un homme, l'un des premiers à avoir alerté sur la sensibilité des océans à l'écologie. Il était d'abord donc... officier dans la marine, puis du coup après il est devenu océanographique, oui c'est ça, c'est un explorateur océanographique français. Donc c'est aussi à lui qu'on doit l'invention du détendeur, donc c'est ce qui permet, c'est la pièce principale du scaphandre moderne qu'on a aujourd'hui pour aller sous l'eau. Et donc pour en connaître un peu plus sur son histoire, j'ai regardé le film L'Odyssée. Très bon film, j'ai adoré, mais on va en parler tout de suite. Donc, tout simplement, qui reprend l'histoire de Jacques-Yves Cousteau, qui veut se lancer dans l'exploration sous-marine en 1950. Il loue du coup le bateau qu'il va appeler Calypso, et il part à la conquête du monde avec sa femme, Simone, et notamment Albert, bon, c'est son petit copain qui s'est fait, voilà, et ses 2 fils, du coup, Philippe Cousteau et Jean-Michel Cousteau. Eux justement ne partent pas, ils restent en pension. Quelques années plus tard, du coup, Philippe a finalement rejoint l'équipe de son père, alors que et puis Jean-Michel, lui, il continue ses études d'architecte. Quelques années plus tard, Philippe va vouloir tourner une série des films, car il est plus dans le cinéma, afin de financer les recherches de son père et puis de financer l'entreprise de son père. Il faut savoir un truc très important, c'est que lorsque du coup Jean-Yves Cousteau a établi ce détendeur et le premier système de scaphandre sous-marin, ils l'ont essayé tous les 4 en famille, et ils étaient allés dans une petite baie non loin de leur petite maison de vacances, où ils étaient arrivés sur une grotte sous-marine avec un magnifique... Ce plan est magnifique, je l'adore. Avec un magnifique juste rayon de soleil qui vient taper dans l'eau avec toute la faune et la flore marine. Je sais pas si c'est de la 3D ou si c'est un vrai plan, mais si c'est un vrai plan, c'est juste magnifique. Donc ils sont allés dans cette baie. Quelques années plus tard, Philippe qui du coup a rencontré sa femme, qui s'est marié, qui a commencé à établir sa vie et qui vit avec son père non sans mal. La relation est très compliquée. Il décide de faire essayer à la plongée une du coup de ses patients à sa femme et retourne dans cette même baie, dans cette même grotte sous-marine. Et là, c'est le choc. Des belles tortues qui tout simplement naviguaient entre les poissons et toute cette flore marine colorée avec ce beau rayon de soleil.
on n'y voit qu'une image terne et polluée par toute la consommation, alors qu'on n'est même pas encore dans les années 2000. Cette découverte le laissera sans voix et il décidera de quitter l'équipage du Calypso de son père. Après un acte quelque peu tragique, que son père ait capturé deux phoques pour les mettre dans une cage et faire un film dessus en disant que ouais, ils sont devenus super copains avec l'équipage, alors que non, c'est faux, ils y vivaient sous la contrainte dans une cage. Il quittera du coup finalement l'équipage de son père et lancera sa propre production de films pour sensibiliser à l'écologie avec sa petite équipe. Son père, qui a une société qui consomme beaucoup et qui coûte beaucoup d'argent, est depuis toujours en manque d'argent. Il n'a pas hésité à investir de sa fortune personnelle pour payer les salaires. Mais là, la situation est critique. Il a besoin, son business plan, c'est totalement de faire des films sur tout ça. Il a besoin de faire des films. Une des solutions qui s'offre à lui, c'est d'aller faire des films en Antarctique. C'est d'aller explorer là-bas. Par contre, il a un vieux bateau, le Calypso, il l'a acheté déjà, c'était de la seconde main. Il a un vieux bateau coque en bois. Pour aller, je sais pas si vous le savez, pour aller en Antarctique, il faut ce qu'on appelle un brise-glace. Hein, c'est totalement c'est pas briser la glace, c'est l'écraser. Mais bon, bref, elle se reforme après d'ailleurs, on pourra en parler pendant le débat. Bref. Mais le Calypso n'est pas du tout fait pour. Et juste aller en Antarctique, c'est une mission suicide. Et bizarrement, Jean Cousteau va demander à son fils s'il veut bien l'accompagner, donc à Philippe, non à Jean-Michel qui est un peu le mal-aimé de la famille, t'inquiète, tu restes dans nos cœurs, à Philippe s'il veut bien l'accompagner dans cette mission. Philippe refuse, juste il veut pas, et en plus c'est tout ça entre guillemets pour l'argent, c'est pas pour de vraies causes derrière, il est extrêmement déçu de son père. Mais sur le quai d'embarquement, qui est-ce qu'on retrouvera arrivé avec son petit sac et son bonnet rouge, symbole de l'équipage du Calypso? Philippe, qui accompagnera finalement son père en Antarctique avec le Calypso. Il navigue et arrive enfin donc, dans le nord et se rend compte sur une plage, il y a des restes de baleines. Pas échouées, mais c'est bizarre, mais énormément, en masse. Et il trouve un ancien camp de chasseurs de baleines, tout simplement, juste pour l'argent. Et c'est à ce moment-là que, après toutes ces erreurs, donc Jean-Yves Cousteau a fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire niveau écologie, c'était les poubelles balancées par-dessus le bateau. Il capturait les animaux justement juste pour faire des films. Pétrole à foison. C'est d'ailleurs lui qui a participé à la découverte d'énormément de gisements de pétrole. C'est de là qu'a commencé la conquête des mers, pour ceux qui écoutent en géo, la maritimisation. Et c'est là qu'il se rend compte de son erreur et que cette nature si précieuse, il faut la préserver. Il faut la garder en sécurité parce qu'on n'a pas de deuxième chance. Et il va rentrer, ils vont rentrer de cette expédition. Ils ont quand même réussi à faire leur film, mais un film qui est du coup beaucoup plus axé sur l'écologie que juste sur raconter une belle histoire, ce que Jean Cousteau faisait jusque-là. Et ils vont commencer maintenant, père et fils, après avoir enterré leur haine viscérale l'un pour l'autre, de leur relation qui s'est mal passée, à parler sur l'écologie. On est à peine dans les années... Non, on n'est même pas dans les années... Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? On n'est même pas dans les années 2000. Et ils vont déjà commencer à faire des conférences, à parler de l'écologie, de l'importance de la protection de la nature. Et malheureusement, lors d'un... Alors, je vais pas parler de ça, de la passion... Je vais faire juste un petit détour. Jean Cousteau, à la base, rêvait d'être pilote, mais dû à un problème médical au niveau de son bras droit, il n'a pas pu, et du coup, il s'est redirigé vers la plongée, etc. Et par contre, son fils, Philippe, est resté passionné de pilotage, d'aéronautique en général, et il a passé son brevet de pilote. Et c'est lors d'un simple voyage en avion que Philippe Cousteau malheureusement perdra la vie dans ce dernier voyage, et quand la nouvelle arrive à son père, il est détruit, alors que on le voit donc dans le film, c'est une trentaine de minutes avant, donc c'est une dizaine d'années avant, apprendre de la mort de son père et dire écoute, je peux pas être là lundi, je peux pas être là, allez, on fait ça dans 10 jours, l'enterrement tranquillement, et voilà.
Et puis là, je pars en plateau télé, je vais me faire de l'argent, etc. Donc on voit vraiment ce changement de Jean Cousteau, du commandant, pourquoi je l'appelais capitaine, du commandant Cousteau. Et le film s'arrête là. Et ce film est juste magnifique, et poétique. Caractéristiques techniques, Noé en parlerait mieux que moi, mais juste dans l'histoire qu'il raconte, il est très très bien tourné. C'est-à-dire qu'il va nous porter tout au long du film. On va voir d'abord le début, on va être plus de l'avis de notre cher commandant Cousteau, cette fois je ne me suis pas trompé, où juste c'est la découverte, on va y aller, on se rend pas compte des actions qu'a tout ça, de balancer les poubelles par exemple par-dessus bord, etc. Et on va se rendre compte, avec un recul, avec un œil d'aujourd'hui, on se rend compte du problème. Mais on comprend qu'à l'époque, c'était pas un problème, ça paraissait normal, entre guillemets. Et on va au fur et à mesure, justement, prendre le même virage qu'a pris Philippe, c'est-à-dire se rendre compte de l'importance de notre planète. On en parlera bien assez tout à l'heure. Et c'est absolument magnifique, merveilleux. Allez regarder ce film, L'Odyssée. En plus, il y a un de mes acteurs français préférés dedans. Pierre Ninet, évidemment, qui joue du coup le rôle Feynman. de Philippe Feynman. Donc c'est un film réalisé par, là je vais faire un petit détail technique que j'aime Jérôme bien. Salle. Oui, Jérôme Salle. Tu veux faire quoi ensuite? Le nombre de minutes. Le nombre de minutes, alors il dure 122 minutes. Ouais. Alors, 122 minutes et 118 sans générique. Oui, je le sais. Je me demandais pas pourquoi. Donc, il est sorti en 2016. Et donc, comme j'ai dit, donc, c'est Pierre Ninet dans le rôle de Philippe et Lambert Wilson pour Jean-Yves Cousteau. Voilà. La musique. La musique, c'est fait par le grand Alexandre Desplat. Alors, le grand, c'était juste pour gagner du temps. Pour Non, lire sur c'est vraiment le grand Alexandre Desplat parce qu'il a ouais. composé notamment la musique de Harry Potter, Les Reliques de la Mort. Oui, effectivement. Donc, oui, d'accord. T'as le nom Et c'est- québécois du Et film? c'est un Français. Oui. Mais le titre québécois du film, ça doit être. Il y est pas, donc s'il y est pas, c'est qu'il est pas drôle. Probablement généralement. l'Odyssée. Ouais, voilà, il n'y a pas Ouais. beaucoup besoin C'est de. un film français, donc généralement Oui, il c'est un reprend film les titres français, on est d'accord. Parce que Jean-Yves Cousteau était français. Hein. J'ai peut-être oublié de le préciser. Mais voilà. Et si jamais, c'est disponible sur Amazon Prime. Si vous voulez foncer, si vous voulez aller le regarder, c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ta chronique, Artichou. Quelques petites réactions, peut-être? Ou alors on passe directement à la chronique de Choupette sans transition? Moi, j'ai une auto-réaction. Vas-y. C'est que rien que Jacques Cousteau est mort rien qu'en 1997. Donc toutes ces actions écologiques ont Ouais. commencé bien avant les années 2000. Mais il faut savoir qu'on est au courant du réchauffement climatique depuis le début du XXe siècle. Oui, oui, il y a le début de l'accélération. Mhm. Et le point vraiment alarmant, c'est années 80 environ. Ouais, Et années le 70. point de non-retour, c'est dans 3 ans. Moi, On est j'ai déjà à un point de non-retour, mais bon, voilà, vous avez compris. J'ai une petite réaction sur le film. Oui. C'est un peu hors sujet, mais ça m'a fait penser à ça. Quand tu as parlé du brise-glace, de Mhm. l'expédition en Antarctique ou en Arctique? En Antarctique. En Antarctique, ça m'a fait penser au film français, film d'animation qui est absolument incroyable. Je crois, Claire, je t'en ai déjà parlé. Il s'appelle Tout en haut du monde, Oui. réalisé par Rémi Chaillet. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui va essayer de retrouver son grand-père qui a disparu depuis plusieurs années dans une expédition en Antarctique. Et donc, elle va se débrouiller toute seule pour aller justement en Antarctique ou en Arctique, je sais plus. Et il est vraiment génial, Tout en haut du monde, film de Rémi Chaillet, foncé. Il est absolument démentiel. Et il est Poitevin, Rémi Chaillet. Voilà. Ah d'accord. Je veux juste dire un dernier truc, c'est que ce que j'ai par contre trouvé magnifique dans le personnage de Jacques Cousteau, même avant qu'il change et qu'il soit un gros connard attiré que par l'argent, c'est qu'il justement, il n'a pas hésité à investir de son propre argent dans ses projets. C'est-à-dire qu'il a donc sa femme aussi, hein, les bijoux qui étaient dans la famille depuis je ne sais combien de temps ont tous été vendus. Il a investi de sa fortune personnelle, enfin il n'avait pas beaucoup pour payer les salaires, pour avoir quelque chose de qualitatif au bout. C'était peut-être pas pour les bonnes raisons, mais il a toujours investi, il y a toujours cru, il n'a pas hésité. Et c'est ça juste que je trouve magnifique dans son personnage. Voilà, c'est tout pour moi. Notre Choupette, Allez. es-tu prête? Parce qu'il faut savoir qu'elle a terminé arrive. sa chronique vraiment il y a 10 minutes. J'ai commencé ma chronique dans le 10 bus ce secondes. matin. Oh, t'as fait pire que moi. Non, t'as pas fait pire que moi. Non, toi, t'as fait pire. Oui, c'est vrai, je suis venu à moitié. Non, je voulais essayer de la faire à l'impro. Bref. Après, c'était- j'ai trouvé mon sujet de chronique ce matin dans le bus aussi. Donc, Ah oui, d'accord. Bref, on t'écoute. Nouveau jingle.
J'adore. Il est incroyable. Hello mes petits choupissons, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait du bien d'avoir enfin une chronique pendant une émission. Aujourd'hui, mon but c'est de proposer des idées pour sensibiliser nos tout petits bouts de chou à l'écologie. Bah oui, c'est super important de les sensibiliser car ce sont eux, et un peu nous, qui vont devoir se battre pour changer le monde de demain. Bon, déjà le premier truc pour les sensibiliser, c'est de ne pas les déprimer. Sinon ils seront dépressifs avant l'heure et finiront LP2I. Ceci est une blague, bien sûr. Mais sans rigoler, c'est très important de leur montrer des côtés positifs de l'écologie pour qu'ils aient envie de faire les petits gestes et éviter l'éco-anxiété. Mais dis Jamy, c'est quoi l'éco-anxiété ? Et bah l'éco-anxiété, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est le fait d'être anxieux par rapport au drame écologique, par rapport à la fatalité de notre Terre qui est en train d'imploser à petit feu. Joyeux. Oui. Donc l'important pour éviter l'éco-anxiété, c'est de miser sur le positif. Et pour ça, le plus efficace, c'est de leur montrer tous les petits gestes du quotidien qui sauvent notre belle planète. Dans leurs premières années de leur vie, les enfants apprennent en copiant leurs parents. Donc si les parents leur expliquent qu'il ne faut pas utiliser trop de papier toilette parce que c'est pas bien pour la planète, ou alors quand ils font les courses, leur expliquer qu'ils prennent ce paquet de pâtes parce qu'il y a moins d'emballage, les enfants vont faire la même chose quand ils vont jouer et commencer à devenir de vrais petits écolos. Ce qui est bien aussi pour sensibiliser les petits, c'est de passer beaucoup de temps dans la nature, faire des balades, du camping, faire un potager, faire en sorte du camping et faire du camping, faire un potager, faire en sorte que les enfants se sentent bien dans la nature et ils fassent attention, qu'ils apprennent à aimer la nature. Si faire tout cela avec vos enfants ne vous satisfait pas, voilà tout cru dans votre esprit d'autres petits gestes du quotidien pour vous. Donc ça peut être acheter moins de jeux aux enfants et privilégier les jeux d'occasion. Oui. Voilà. C'est composter vos déchets organiques. Cela permet de ne pas jeter les déchets dans la poubelle noire et de nourrir le potager si vous en avez un. Encore faut-il un potager et la place pour un potager, mais bon. Oui, c'est pour ça que je dis si vous en avez un. Oui. Et il existe aussi par exemple des potagers communs. Oui, pour, ça se développe de plus en plus. Ouais, s'il y a des maisons qui n'ont pas forcément de jardin ou même des immeubles, il existe des potagers communs. Et même si vous n'avez pas des composts communs, très important. Et même si vous n'avez pas de potager, vous pouvez quand même faire un compost. Oui. Parce que comme ça permet de créer une biodiversité, un bio-organisme. Le contrôle de S de lundi. Exactement. Donc ça peut être aussi boire l'eau du robinet, cela limite les déchets plastiques. Et je rappelle que l'eau du robinet est clairement buvable. Oui, encore heureux. Et si vous l'aimez pas, mettez un petit charbon dedans, ça passe. Un petit charbon. Voilà. Oui, on fait ça maintenant chez nous aussi. Ouais. Mettre un charbon dans l'eau, ça la purifie, ça lui donne un goût. C'est un charbon particulier, hein, c'est pas du charbon Oui, d'accord, de moi, feu. je crois que tu prends du charbon de bois comme ça. Non, c'est un charbon qui est très densifié, qui s'effrite pas, et tu le mets dans l'eau et ça c'est la incroyable, purifie. ça marche très bien. Et mon chien est très fan de l'eau avec ça. Donc ça peut être aussi utiliser du matériel recyclé pour faire des activités manuelles avec ses enfants, parce que généralement les enfants ça dessine, ça fait des boules de papier, ça fait des origamis, et donc utiliser du papier recyclé, des crayons par exemple qui sont recyclés aussi. Oui. Utiliser des débarbouillettes et des couches lavables avec vos enfants, ça c'est vachement sympa, parce que du coup les couches ou les lingettes, t'en as utilisé une, tu la jettes, alors que l'avantage des débarbouillettes et des couches lavables, c'est que ça se lave, ça se réutilise. À un moment donné, quand ça devient vraiment trop utilisé, là, on peut la changer. On peut la changer, voilà. Oui, et puis tu peux aussi la mettre dans tes points de collecte de vêtements pour qu'elle-même se refasse encore recycler. On peut aller très loin. Exactement, voilà. Et il faut savoir que sur les trucs lavables, et vous allez être étonné, mais il existe du sopalin lavable et réutilisable. Et ça marche une serviette. très très bien. Non, et du sopalin. Un vrai truc qui s'imbibe et qui prend de l'eau comme un vrai sopalin. Et il me semble que le sopalin est compostable. Oui, c'est du... Ouais, oui, peut-être. Voilà, je savais pas, je note ça. Alors, il y a aussi... Et donc, pour moi, le dernier petit geste que je pourrais vous dire, il y en a plein d'autres, mais là, c'est dans les principaux, c'est consommer de manière responsable, locale, par exemple. Voilà. Ça va avec aussi acheter en vrac. Acheter en vrac, oui, j'y ai pas dit, mais oui, acheter en vrac. C'est simple, et beaucoup de grandes surfaces, même toutes, ont un point où c'est en vrac, et c'est super. Ouais. Donc, le but de ma chronique, c'est pas d'être moralisateur. J'avais juste envie de proposer quelques solutions et surtout montrer qu'on peut sensibiliser de tout petits choupinous à l'écologie. Parce que l'écologie, c'est pas que pour les grands, mais c'est aussi pour les petits.
Oh, c'est mignon. Non, par contre, il soulève un truc. Attends, j'étais pas prêt, faut que je mette le bruit d'applaudissement. J'ai vu ta main partir d'un coup en mode ah, faut que je fasse quelque chose. Non, tu soulèves un truc qui est super important, qui est super intéressant surtout. C'est oui, justement, dès tout petit, on peut faire tellement de choses, on n'a pas la conscience de ça. Mais moi, par exemple, j'ai des enfants voilà, d'une amie de machin, etc., qui ont grandi que dans la nature, etc. Et je les vois à leur âge, ils ont une conscience écologique de malade. Et une connaissance aussi de la nature. Et ça aussi, c'est un point du coup que tu n'as pas cité. Mais ça apporte pas du bien que pour la nature, ça apporte du bien aussi pour toi. Oui, forcément, parce que ton monde sera mieux. Mais aussi pour ta connaissance, ton enrichissement, ta culture générale. Voilà, ce que j'avais envie de rajouter. J'ai une dernière petite proposition de sensibilisation. Il y a plein de dessins animés, de films, de livres qui parlent de ça. Et c'est super intéressant. Je sais que Mia et le Migou, c'est une histoire. Mia et le Bigou, je répète. C'est une histoire fascinante et je l'ai re-regardée il y a pas longtemps et je me suis dit ah ouais mais c'est pour ça que je suis autant écolo aujourd'hui. Forcément là c'est un grand patron qui veut raser un arbre, qui fait vivre la terre littéralement. Enfin voilà c'est les films de Miyazaki, je les citerai évidemment. Je les citerai pas. Mais... Je les ai tous vus évidemment. On va te coller avant Totoro. Alors ça fait un an que vous me dites ça. Non mais l'autre il a pas vu Princesse Mononoke derrière. On va le regarder à l'internat. Alors moi je propose quelque chose. Il est pas à l'internat. Oui, bah moi je vais le regarder avec Jojo en internat. J'ai envie de vous proposer quelque chose avant de passer à notre petite pause musicale. Oui. Vu que le principe de la chronique de Claire c'était de proposer des petits gestes écologiques, pourquoi on ne se ferait pas un petit tour de table en proposant un geste écologique personnel, un truc qui peut être complètement anodin, comme complètement bête. Que vous faites chez vous et que j'ai pas cité. Enfin, en même temps, j'en ai cité peu. On peut en citer plusieurs. Ah oui. Ok, vas-y, commence. Soyez végétarien. Oh. Il a pas tort. J'ai fait exprès de dire de ne pas dire au contraire manger moins de viande parce qu'en vrai manger moi je dirais pas être végétarien, je dirais manger moins de baisser la consommation et non, manger mieux. Je vais reformuler pour que tout le monde soit d'accord, c'est manger local et de la viande de qualité beaucoup moins souvent. Et surtout, ça coûte peut-être plus cher mais vous en avez pas forcément besoin tous les jours, vraiment pas besoin tous les jours. Pyramide des besoins, c'est 3 fois par semaine. Exactement. Et surtout de la viande de bonne qualité, c'est tellement meilleur que de la viande qu'on trouve dans le commerce, dans les grands commerces. Donc c'est tout bénef quoi. Et surtout quand tu penses qu'aujourd'hui en moyenne, pour produire 1 kg de viande, il faut 7000 litres d'eau. Ouais, et c'est énorme. C'est immense. Quand je dis soyez végétarien, c'était pour la blague de sortir ça vu qu'on parle beaucoup des végétariens. Mais, non mais t'as raison. Évidemment baisser la consommation. T'as fait un petit peu de propagande comme j'avoue que c'est quand même pas mal. Non c'est vrai, écologiquement parlant c'est pas mal. Après ça dépend si tu compenses ça par je sais pas des du avocats soja, etc. Oui, si tu veux venir ton soja de Mexique. Bueno. Oh. T'inquiète pas Claire, des Oreos. Après il y a un truc que... Vous avez un problème avec les gâteaux de marque. Kinder Bueno, c'est encore pire que les Oreos parce que c'est Nutella et en plus c'est suremballé. Parce que c'est emballé dans un emballage qui est emballé lui-même. Oui, c'est très vrai. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh non, elle me fait trop de peine, je vais lui faire un câlin. Il y a un truc qui est cool, on en parlait, c'était hier soir avec le cuisinier de l'internat, enfin le cuisinier du lycée tout simplement, c'est qu'il n'utilise que des produits de saison et au maximum local. C'est-à-dire que là, donc hier soir internat, on avait donc une galette végétarienne et au bar à salade, il y avait la possibilité de faire, faire un wrap, voilà. Anecdote, le bar à salade, je peux constituer mon repas que de bar à salade. Je suis totalement d'accord. À chaque fois, je prends genre 3-4 bols de trucs à salade. Je suis le seul à avoir des tonnes de trucs sur mon plateau de bar à salade. C'est extrêmement drôle. Non mais il y a un truc par contre, c'est que vraiment quand je prends mon plateau, du coup t'as que ton dessert, ton pain et ton plat. Je me dis mais ça manque de couleurs. Ouais, c'est ça. Je vais pas bien manger. Après je pose et je fais oh il y a le bar à salade. Mais à chaque fois, alors que normalement je sais, ça fait quand même bientôt c'est ma 3e année ici. Bref. Toujours est-il que il n'utilise que des produits de saison, par exemple justement pour ce petit truc de wrap. Beaucoup se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas de tomates, etc. Il a sorti, oui, mais les tomates, c'est pas la saison, je suis désolé. Si tu veux des tomates, tu les fais venir d'Espagne. Et je veux pas. J'ai trouvé ça magnifique. Ce qui est logique. D'autres choses à faire ? Oui. De toute façon, on fait un tour. Moi, mon tour, c'est allumer un feu dans votre chambre. Hein ? Ça va pas, Baptiste ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est ça. Prenez exemple sur Baptiste. Non, c'est bien sûr, je vais imiter Macron. C'est mettre des plaids. Les plaids, c'est tellement agréable. Mettez des plaids, vous n'êtes pas obligé d'avoir le chauffage à 20 pendant tout l'hiver. Et aussi, prenez des douches plus courtes. Genre, oui, les douches chaudes pendant 10 minutes, c'est agréable. Mais 10 minutes, mais frérot, genre, calme-toi. Après, t'as les doigts tout fripés.
C'est pas bien, elles doivent flipper. Je sais même pas d'où ça vient. Elles doivent flipper? Oui. Ça vient il me semble, d'un système qui nous vient Non, des Babouliou, primates. Je suis pas Chronique sûre. improvisée sur ça. Non, bah Non, non. c'est pas du tout dans le thème. Non, mais mais c'est on juste dit une que c'est dans le anecdote. thème. Il me semble que c'est Sur les pour douches en favoriser... général. Il me semble que c'est pour favoriser l'adhésion des mains sur les surfaces, pour par exemple mieux se hisser de l'eau, etc. Parce que vu que ça gondole, c'est... Donc du coup, si t'as les doigts fripés, tu peux t'agripper à l'eau et genre te pousser sur l'eau comme dans Naruto, non? Non, quand même dommage. pas. Ok. Tu n'es pas Moïse. Lorsque le corps se rend compte que les doigts sont restés mouillés pendant un certain temps, le système nerveux rend les vaisseaux sanguins plus fins sur le bout des doigts. Le volume de ces derniers diminue, mais comme la taille de la peau reste la même, elle se plisse. Mais, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'est... Merci Wikipédia. Je peux faire mes petites actions à moi? Oui. Alors, il y en a. Je vais commencer par un truc que je sais que ma maman écoute ses émissions radio. Coucou maman. Oui, je sais, je le fais pas, mais j'ai commencé à beaucoup plus le faire. Donc, je suis un petit geek qui adore coder, qui adore utiliser les outils numériques, et l'empreinte numérique est juste immense. Donc, c'est plein de petits trucs débiles. Trier les mails, c'est-à-dire que ta boîte mail où il y a 4000 mails non lus, tu te dis ouais je le lirai plus tard, ça fait 4 ans qu'il y a ça, tu me prends tout, tu supprimes, ou alors t'en gardes que quelques-uns, et tu te dis tu prends 10 petites minutes et t'organises tes espaces, c'est-à-dire que voilà, là je mets ça, là je mets ça, là je mets ça, pour que ce soit plus simple à t'y retrouver et que t'aies pas des emails qui traînent. Arrêtez les abonnements qui traînent partout, qui en plus te consomment de l'argent et mine de rien, de l'énergie pour rien. Parce que derrière il y a des data centers à faire tourner. Ensuite, on peut aussi dire, il y a un truc qui est cool, c'est d'utiliser des moteurs de recherche type Ecosia. Voilà. Beaucoup peuvent critiquer, mais non. Personnellement, je trouve ça bien. Et il y a quelque chose donc qui se développe, c'est le Net Zero. Donc c'est une initiative d'une entreprise qui s'appelle Tree Nation, qui est de planter un arbre. Donc le net zéro, c'est compenser le CO2 d'un site en plantant autant d'arbres pour balancer son impact. Et c'est fait sur des projets, par exemple, là on a eu les incendies en France cet été. Il y a des projets qui vont être ouverts par Tree Nation en France pour reboisement, etc. Et voilà. Et ensuite, après, des trucs plus classiques, mais on a fait une plénière totalement dans notre chambre d'internat pour tout ce genre de trucs. C'est genre des trucs débiles. On vous l'a dit je ne sais combien de fois, ce n'est pas Versailles ici, mais c'était réellement pas Versailles ici, parce que Louis XVI, il est pas là. Non, c'était Louis XVI ou Louis XIV? Bon, Louis XV, c'est la moyenne. Voilà, éteignez la lumière. Par exemple, quand vous vous lavez les mains, éteignez le robinet quand vous mettez du savon. C'est plein de petits trucs débiles qui, cumulés, vont faire tellement. Et acheter des poules. Et un truc moins classique, pour les petits geeks comme Ilan, les imprimantes 3D, vous avez parfois des déchets de plastique. Il existe des plastiques recyclables. Alors le PLA, qui est le plastique le plus utilisé, est fait à base de fécule de maïs et entièrement biodégradable. Et il y a des trucs qui malheureusement sont pas tellement accessible dans le commerce. C'est en fait, une fois que tu as tes échecs ou des supports, des trucs que tu te sers pas en impression 3D, c'est pour faire, en fait, re-rembobiner. C'est-à-dire que tu vas juste recréer une nouvelle bobine à partir de tes déchets. Et ça, malheureusement, c'est pas encore bien développé. Bon, les imprimantes 3D sont en train de se développer aussi, mais bref. Mais vous pouvez vous en construire vous-même si vous voulez. Voilà. Et Claire, pour terminer. De génie, c'est Claire de génie. Non, bah, là, on a dit pas mal de choses déjà en termes de petites idées pour l'écologie. Moi, je pensais aussi à trier ses mails, ce qui est ultra important. Ouais, consommer de saison, consommer local. Aider les petits agriculteurs. Par exemple. On l'a tous entendu. J'ai dit quoi? Aider les petits Africains. Non, j'allais dire les petits agriculteurs, mais comme je sais pas parler, je pense que je va faire un lapsus. Non, même pas. Non, les petits agriculteurs. Non, mais c'est parce qu'on on a tous eu une grande sœur qui ont dit tu termines ton assiette parce que sinon les petits Africains qui n'ont rien à manger, ils vont être jaloux, donc tu finis. C'est ça, bah, là j'ai rien d'autre à dire, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Ilan, des moteurs de recherche comme Ecosia, je précise ce que c'est Ecosia. Donc Ecosia, c'est un moteur de recherche et à chaque recherche, ça plante un arbre, ça aide à planter un arbre globalement. Ouais. C'est le but. Et en plus, il doit y en avoir d'autres, j'avais vu ça mais j'ai plus le nom, je suis désolé. Des moteurs de recherche basés sur le même principe mais en plus open source. Alors, il y en a un qui s'appelle Lilo, mais je sais plus exactement ce que ça fait, mais c'est par rapport à l'eau. Alors je croyais que c'était par rapport au table Ikea. Non, je pensais que c'était par rapport à Stitch, avec Lilo et Pourquoi Stitch. c'est inversé? Chut.
Bref, moi je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Dernier truc, voilà. C'est un tout dernier truc. Quand vous allez sur des sites et que vous avez les cookies, faites toujours non. Les noms sont marqués en tout petit, mais vous le faites. Vous faites accepter que l'essentiel. Parce que les cookies, ça bouffe déjà pour votre consommation, enfin pour vos le suivi de les données personnelles. Voilà, les données personnelles. Merci beaucoup. Le RGPD, du coup, c'est pas extrêmement ouf. Après, si vous voulez partager toutes vos données, je vous en prie. Et en plus, les cookies, c'est des trackers qui consomment tellement. Donc, parfois, il n'y a pas forcément le nom, mais il y a toujours au moins l'option paramétrer ses cookies. Oui. Donc, alors non, depuis la loi de l'année dernière, je n'ai plus la date, tu dois pouvoir accepter tous les cookies. Enfin, tu dois pouvoir accepter et refuser en le même nombre d'actions. Apparemment, beaucoup de sites ne le font pas. Mais beaucoup de sites ne sont pas à jour. Et c'est ça c'est un problème, c'est que les règlements d'Internet sont trop light à mon sens, trop laxistes. Voilà. Évidemment, Internet, c'est pas le monde réel, dis donc. Oh, c'est donc ce qu'on appelle le multiverse. On en parlera tout à l'heure du multiverse avec Meta. Maintenant, Oula, je suis pas bien renseigné sur le sujet, mais bon, bref. On en a fait une émission l'année dernière. Oui. J'ai hâte d'écouter ta pause musicale parce qu'elle me titille dans elle l'oreille. est géniale. C'est moi qui ai choisi la pause musicale. C'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. On se retrouve tout à l'heure et on vous laisse avec Nikon la planète. J'adore ce titre. C'était Nikon la planète du groupe HK et les Saltimbanques, sorti en 2011 sur l'album Citoyens du Monde. Alors, il faut savoir que Babouillou n'a pas préparé de chronique pour aujourd'hui. Genre quand vient sans... C'est quoi de venir sans chronique là? Je l'ai jamais fait. Non, alors c'est que ma deuxième émission sans chronique. Depuis tout le début de Choupot. Il est venu avec aucune chronique. Et le truc, c'est que c'est le jour où il y a les nouveaux jingles. Il est très triste de ne pas pouvoir entendre son nouveau jingle. Du coup, on attendra la semaine prochaine. Bisous. Du coup, on va le mettre en direct juste pour ton plaisir. Mais ce n'est pas une transition, chers auditeurs. Ne vous méprenez pas. J'ai le meilleur. Je suis pas d'accord. C'est mon préféré aussi. Mais il faut savoir que sur ces virgules, alors il y a deux, la virgule de Babouillou et celle d'Artichou comportent du piano et c'est moi qui le joue dessus. Je me suis amusé à jouer les partitions. C'est mignon pour nous. Bref, j'ai oublié une petite chose. J'ai mal fait mon boulot de présentateur tout à l'heure. Au lycée, actuellement, c'est la semaine développement durable organisée par la commission de développement durable. Et donc c'est pour ça que cette émission est sur l'écologie et donc que ce débat va porter sur l'écologie et les GAFAM surtout. On va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, c'est là ma petite transition. On va vous faire écouter un condensé d'un entretien qui a duré 2 heures avec la juriste économique Sherazade Zaiter, qui a été particulièrement mouvementée parce que ses propos étaient vraiment complètement opposé à ceux du LP2I. Vraiment, vous allez voir, ça peut vous étonner. On se dit dans 13 minutes 20 exactement. Est-ce que vous auriez un mot pour dire qui vous êtes? Je suis une femme engagée. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être incarné? Un papillon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas beau au départ, c'est un ver de terre et puis il se transforme en quelque chose de très très beau. Et le papillon, c'est quelque chose de très symbolique, qui donne l'espoir. Pour vous, quel est le mot qui sonne le plus mal à vos oreilles? Condescendance. Pour vous, quel est le mot le plus joli de la langue française? L'amour. Après, quels sont pour vous les mots du jour? Une couleur bleue. Et les mots MAUX? La douleur. Et enfin, pour finir, si le monde est notre pays, donnez 3 mots pour sa devise. Fraternité, paix et prospérité. Je me présente, Sherazade Zaiter. Je suis l'ambassadrice de la Fête de la Science pour la région Nouvelle-Aquitaine et je suis juriste internationale spécialisée dans le droit des affaires, dans les investissements et aussi en droit de l'environnement. Je travaille à la fois sur le domaine économique, le monde des affaires, l'international et le monde de l'environnement. Comme vous, quand on a votre âge, on ne connaît pas d'abord les métiers. On ne sait pas ce qu'on a envie de faire, même si on a une idée, on a une vague idée. Et donc, quand j'étais à votre place, j'étais au lycée, c'était il y a longtemps, et j'ai fait un bac A1 qui n'existe plus maintenant, donc c'était lettres et maths.
Et mon idée, c'était de faire de la philosophie ou bien du journalisme. Et je suis partie en fac de droit pour devenir avocate. 4e année, c'est là qu'on commence à se spécialiser. Et je suis partie en droit des affaires. Et j'ai fait cette maîtrise. Et je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Et je suis partie à l'international. Donc j'ai continué, refait du droit international et du droit européen. Et j'ai vraiment adoré ce domaine-là. Et comme j'avais aussi beaucoup envie de travailler sur les problématiques environnementales, j'ai fait un 3e cycle où je me suis spécialisée en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Mais moi, j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais envie de faire plein de choses après mes études. Travailler dans le monde de l'entreprise, travailler dans le monde de la finance, dans la banque, dans l'international. Il n'y avait rien qui correspondait. Donc, j'ai commencé à travailler dans la banque et dans la finance. J'ai travaillé ensuite dans le juridique, dans l'international. J'ai créé ma propre société. En 2008, il y a eu un krach boursier ici. Et la finance s'est effondrée en France et dans le monde. Et j'ai pris la décision de partir très très loin. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose en France qui correspondait à mes envies et je pense aussi à mes capacités, on me disait que je n'avais pas les diplômes, que je n'avais pas la formation. Alors je suis partie au bout du monde, je suis partie au Cambodge, j'ai postulé en fait, j'ai envoyé mon CV un peu partout. Et j'ai reçu des réponses positives et j'y suis allée. Et je suis restée 4 ans au Cambodge, je suis devenue juriste référente auprès de l'ambassade de France. C'est-à-dire que j'ai été référencée pour aider tous les investisseurs étrangers qui arrivaient au Cambodge, pour les aider à s'implanter dans le pays. Et je travaillais dans les cabinets d'affaires pendant 3 ans. Et comme j'avais des amis birmans avec qui je travaillais au Cambodge, mes amis me disaient « Mais Sherazade, viens en Birmanie, on a besoin de personnes pour développer normalement les affaires. » Et j'ai tapé à toutes les portes, et puis j'ai fini par être recrutée par l'ambassade de Grande-Bretagne, où là j'ai travaillé au service économique. Et je suis restée 2 ans à travailler dans ce pays, à travailler sur les problématiques d'agriculture, d'éducation, d'environnement aussi. Je me suis dit, je vais aller en Tunisie. Il y en a certains que je connaissais, donc ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider à travailler sur des projets pour aider les femmes, pour aider les jeunes. Et voilà. Et puis en fait, au lieu de rester quelques semaines, je suis restée 1 an. J'ai travaillé avec la Fondation Agir contre l'exclusion. J'ai travaillé sur des projets pour accompagner les jeunes femmes dans l'égalité professionnelle. On a accompagné plus de 400 femmes à trouver du travail. J'ai aussi travaillé sur un projet avec l'ONU, les Nations Unies, pour aider les jeunes à trouver soit du travail, soit à créer leur travail dans le domaine de l'environnement. Et après avoir travaillé avec une 30aine de nationalités différentes, j'ai créé ma société de conseil à l'international. Avec tout ce que j'avais vu un peu partout, je me disais, après tout, le développement durable, ça peut aider les pays en voie de développement. Et comment concilier le développement durable et l'économie? Et donc je me suis mise à travailler sur ça. J'ai intégré des grandes organisations internationales, le CIDCE, qui est le Centre international de droit comparé de l'environnement, et qui est une ONG, la seule en France, et la deuxième en Europe, où il y a tous les juristes en fait, en droit de l'environnement. Et on est accrédité auprès des Nations Unies pour aller faire des conférences, donc pour aller participer à des COP ou faire des propositions de loi au niveau du PNU. Le PNU, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc j'ai commencé à participer à des COP et à travailler sur un sujet qui me touchait vraiment, c'est celui des déplacés environnementaux. Parce que moi j'avais fui la Birmanie, mais dans le monde entier, il y a des personnes, des millions de personnes chaque année qui fuient leur territoire parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Et ce sujet m'a particulièrement touchée parce qu'il n'y a rien juridiquement pour les protéger. Et il se trouve que les déplacés environnementaux, c'est le terme, donc plus de 80% des cas restent sur leur propre territoire. Ils ne vont pas franchir une frontière, ils vont rester sur leur lieu d'habitation et ils vont juste essayer d'aller vivre un peu plus loin. Donc ce ne sont pas des migrants, ce ne sont pas des réfugiés, et il n'y a rien juridiquement qui les encadre, rien qui les protège. Et donc depuis des années, notamment avec le CIDCE, je plaide avec d'autres juristes pour qu'il y ait la reconnaissance d'un statut pour les protéger, ou bien d'une loi ou d'un texte qui ferait que ces personnes, et pour vous donner un chiffre, c'est 1 personne par seconde qui doit se déplacer pour pouvoir survivre. Et d'ici 2050, ce sera à peu près 216 millions de personnes. C'est 3 fois plus que des réfugiés politiques. Donc le réchauffement climatique a aggravé cette situation. Le réchauffement climatique a aggravé d'autres situations, puisque je travaille... Moi, ma question, c'est comment résoudre les problèmes liés au changement climatique, liés aux problématiques environnementales, et qui portent atteinte aux droits de l'homme. Le changement climatique aggrave la mortalité infantile, mais la mortalité dans le monde. Toutes les 4 secondes, il y a une personne qui meurt de faim. On ne s'en rend pas compte ici, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Et en fait, le changement climatique, ça aggrave toutes ces conséquences. Et c'est pour ça que je travaille sur ces questions-là. C'est pour ça que j'essaye aussi
d'un point de vue juridique, économique, avec des entreprises, de faire prendre conscience et de dire qu'il y a des solutions, parce qu'on peut tous agir. C'est pas simplement au niveau des entreprises ou au niveau politique, mais c'est chacun qui peut en avoir conscience. Et aussi, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi avoir la connaissance, le savoir qu'on peut faire des choses, que même vous, en tant que jeune, vous pouvez rencontrer des personnes et vous dire, bah, tiens, on peut peut-être faire des choses, mais dans toutes les disciplines. C'est pas simplement dans le droit ou dans la science, ça peut être dans le numérique, dans l'informatique, dans le tourisme. À partir du moment où on a envie de faire des choses, on peut y arriver. Et en fait, l'histoire, c'est que vous avez des scientifiques qui ont pris une grenouille et ils l'ont plongée dans l'eau bouillante. Et c'est exactement vous, quand vous mettez votre main sur une source de chaleur, vous vous brûlez, vous l'enlevez. La grenouille, donc, elle est sortie de l'eau. Par contre, ils ont repris une grenouille, ils l'ont mis dans l'eau froide et ils ont porté l'eau à ébullition tout doucement. Et en fait, la grenouille, elle a commencé à s'endormir, à s'assoupir, et puis normalement, dans l'expérience, elle meurt, mais il y a une main qui prend la grenouille et qui sauve la grenouille. Et c'est ce geste-là. En fait, nous, on est dans l'état où on nous plonge dans l'eau froide et la température, elle monte, et on ne s'en aperçoit pas et on est anesthésié. Parce qu'on ne ressent pas ce 1 degré, ce 1,5 degré ou 2 degrés, c'est trop lointain. Ça ne nous touche pas. Le changement de température, c'est sur du long terme, très très long terme. Et donc, c'est ça, c'est le fait de ne pas être, d'être anesthésié et de complètement être endormi. Mais l'action, c'est d'en prendre conscience, de se dire, tiens, on va se réveiller, ou quelqu'un va nous porter, nous prendre. Et la solution, c'est d'agir, de faire des choses, de prendre conscience. Et en fait, le sujet, c'est de savoir qu'il ne faut pas s'intéresser qu'à son propres intérêts. On peut être individuel, s'intéresser à soi, c'est sûr, mais il faut être aussi dans un esprit collectif. Je vais reprendre la devise française, liberté, égalité et fraternité. Fraternité, c'est important. La fraternité, elle a un sens aussi. La fraternité, c'est aussi la solidarité nationale et internationale. Quand on parle des générations futures, c'est les générations, c'est vous. Mais si on n'agit pas collectivement et individuellement, c'est la seule façon de trouver des solutions pour tout. C'est pour ça que moi je travaille à la fois sur l'environnement, l'investissement et la finance. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Il ne faut pas mettre d'un côté les très très riches qui se foutent du monde et les autres qui n'ont pas d'argent et qui sont pauvres et qui ont toute la misère du monde. Il y a des mondes, il y a plusieurs mondes, et j'espère que vous les rencontrerez, tous ces mondes. Quand vous avez beaucoup d'argent, le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent, vous allez investir dans un jet privé pour aller encore plus vite et pour gagner encore plus d'argent. Après, c'est tout ce que vous en faites de cet argent. Est-ce que vous le faites pour continuer à augmenter votre richesse ou est-ce que vous faites de l'argent pour ensuite partager? Mais il faut arrêter de faire des barrières. Il faut arrêter de dire là il y a les méchants et là il y a les gentils. C'est faux. Et c'est pas aussi parce qu'on est pauvre que de toute façon on va protéger l'environnement. Si vous n'avez pas les moyens financiers, il faut travailler sur les moyens financiers. Il faut tout regarder. Et il faut avoir un esprit le plus ouvert possible en regardant l'économie, la finance, l'environnement. Il y a 4 criminalités internationales dans le monde. La première, c'est la criminalité, trafic de stupéfiants, drogue, cocaïne. La deuxième, c'est le trafic des personnes, trafic des êtres humains. La troisième, c'est la contrefaçon. La quatrième, c'est la criminalité environnementale. Et actuellement, la criminalité environnementale, criminalité environnementale, c'est le trafic de bois, trafic d'eau, trafic d'animaux, cornes de rhinocéros. On gagne de l'argent sur le dos de l'environnement. Et actuellement, la criminalité environnementale, elle est en train de monter, de monter. Tout simplement parce que les risques de se faire attraper, d'aller en prison pour la criminalité environnementale sont beaucoup plus faibles que de se promener avec un kilo de cocaïne et de traverser une frontière. Et la criminalité environnementale, elle augmente très 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 rapidement dans le monde parce qu'elle est liée à la corruption. Mais le développement durable, donc ça date de 1992, mais ça a commencé bien avant, le développement durable, c'est le fait de concilier 3 principes. Un développement économique, protection et préservation de l'environnement, et le développement social. Social, c'est prendre en compte le bien-être et la qualité de vie et le bien-être des personnes. Il y a aussi 2 autres éléments qui sont importants, mais dont on n'en parle pratiquement pas. C'est le fait d'intégrer la dimension culturelle. On ne peut pas faire du développement durable partout dans le monde de la même façon. Et la démocratie. Si vous n'avez pas une démocratie, c'est très très difficile de faire du développement durable. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas agir au détriment des personnes. Et il faut savoir que justement, agir sur le réchauffement climatique, c'est prendre en compte ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, 17 objectifs pour transformer notre monde et 17 objectifs pour ne laisser personne derrière.
Ça, c'est important, parce que le réchauffement climatique, c'est un de ses objectifs. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Et prôner la décroissance, quand je dis prôner, de dire on doit tout réduire, tout enlever, je ne suis pas d'accord. À chaque fois, on a culpabilisé les générations passées. Oh, mais vous vous êtes développés au détriment de notre bien-être. C'est faux. Vous avez actuellement le bien-être parce que des générations passées ont développé des choses et ont souffert. Il ne faut pas oublier ça. Prenez toute l'énergie que vous avez, toute la colère que vous avez, toutes ces questions que vous avez posées. Faites des projets. On n'a pas les mêmes situations. On a des situations différentes partout dans le monde. Et même ici en France, sur notre propre territoire, pas loin de chez nous, là, même pas loin de chez vous, il y a le littoral qui est pas loin. Et vous savez qu'il y a des milliers d'habitations qui bientôt seront les pieds dans l'eau. Du jour au lendemain, les propriétaires, ils étaient 78 en immeuble, on leur dit pas mal, hein, vous allez ailleurs. Mais l'appartement dans lequel vous avez investi pendant des années, on fait comment? Donc, on a trouvé une petite solution. On a fait, dans la loi de finances de 2019, un amendement pour mettre une petite réserve d'argent pour pouvoir indemniser une partie ces propriétaires. Mais dans les faits, actuellement, il n'y a toujours pas de loi qui fait que le jour où ces propriétaires, ces habitants n'auront plus leur maison, ils devront être évacués, on fera quoi? On va les héberger où? On va les indemniser comment? C'est pas le bout du monde, c'est à côté de chez nous. Déjà, il faut trouver des solutions chez nous. Même si vous avez de la colère, et j'en ai eu, c'est pour ça que je fais des choses, il faut être constructif, il faut être positif. Arrêtez de dire, il y a les méchants d'un côté, il y a les gentils de l'autre. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. C'était l'interview de Sherazade Zaïter qu'on a vu, qu'on a eu c'était avant les vacances, du coup. Oui. Le lundi avant les vacances. Et vraiment, c'était mouvementé parce qu'elle a des propos qui sont assez surprenants. Et c'est dommage, j'ai pas mis d'intervention d'élèves, j'ai pas pu mettre vraiment exactement ses réponses, j'ai dû couper pas mal. Mais je te laisse parler, Ilan. Non, mais vas-y. C'était juste pour poser une question. Est-ce qu'il y aura un endroit où il y aura une version peut-être un peu plus longue? Oui, il faut savoir que j'ai l'intention de partager l'entretien de 2h30 à tous les élèves du lycée et tous les personnels du lycée. Je vais essayer de trouver un moyen de le partager peut-être à tout le monde, mais je ne sais pas comment ça se passe juridiquement pour mettre les voix à disposition de tout le monde. Bah renseigne-toi, mais voilà. Tu nous tiens au courant. Exactement. Et donc je vous propose qu'on fasse un petit débat. Wow. Transition à revoir, monsieur. Voyons. Transition à revoir, oui, je suis désolé, j'ai pas mis les sons qui puissent se chevaucher. Bah tu recommences. Mais ça va prendre longtemps, donc en attendant, meuble. Meuble, alors table Ikea, le Fluke, je l'ai acheté, je l'ai monté en 45 minutes normalement. Donc pour ça, sache que je suis pas une maître en termes de montage de meubles Ikea, mais j'ai monté énormément de meubles Ikea pour la porte de ma sœur et je suis trop contente, j'y arrive super bien. Oui, c'est censé être compliqué de monter des meubles Ikea. En fait, alors il y a avant qui revoient un peu leur notice, ouais, c'était galère. Bah, quand tu loupes l'état 9 et que t'as pas la vis E4 qui va dans le planche B3, c'est chiant. Voilà. Non, mais du coup, en parlant de meubles Ikea. Je vous laisse continuer. Hein. Oui, non, juste en parlant de meubles Ikea, meubles bois, écologie. nature, écologie, recyclage. Oui. C'était quoi le terme du débat? Oui, économie et écologie. Vous voyez dans les Tuches 3 où il fait des liens sans aucun sens, où il part de ketchup, il arrive à la France. On a eu ça. Bon, et donc, en parlant de liens sans aucun sens, transition. Bah c'est vraiment pareil quoi. Non, là il n'y a pas la coupure. Là il n'y a pas la coupure. Ouais mais bon, bref. J'avais un super lien qui n'avait aucun sens, mais bon, comme c'est bon, je vais pas le dire. Bref, alors, parlons des GAFAM, l'un des sujets de l'émission. Les GAFAM, c'est quoi? C'est les grosses entreprises qu'on appelle Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Facebook qui maintenant se nomme Meta, donc ça devrait être Gamam. C'est moins beau. Ça exactement. Trop à Mam. Et donc moi, ce que je vous propose... Comme petit débat, j'ai 2 questions à vous poser, on va répondre l'une à la suite de l'autre. La première c'est, est-ce que les GAFAM peuvent-ils continuer d'exister dans un monde d'urgence climatique? Et la deuxième question c'est, peut-on faire vivre un monde centré sur l'économie avec l'urgence climatique à laquelle on est confronté? Je vous laisse méditer là-dessus et y répondre. Alors avant de continuer, j'ai juste rajouté qu'aux GAFAM, on va ajouter aussi les Natu qui sont Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Et donc voilà, c'est d'autres qui sont... voilà.
C'est bon. Merci Donc beaucoup ça pour sera ton heure. GAFAM Natu. GAFAM et Natu. C'est deux trucs bien différents. Gamam Natu. Donc voilà. Après, je vais pas dire tout ce que je veux dire pour l'émission GAFAM parce que vraiment c'est une émission qui me tient à cœur. Mais juste pour revenir à la définition même d'écologie et d'économie. Si on regarde l'étymologie, donc écologie, économie, le éco vient de aikos, la gestion de la maison en grec. Et donc Là, c'est vraiment. on dit merci Monsieur Pénisson. Oui, et non mais vraiment Comme ça me sert écosystème. et ça permet de comprendre un truc, c'est que c'est vraiment la gestion de la maison donc à l'échelle d'un foyer à la base. Et ça, on l'a quand même extrapolé à l'échelle de nations et du monde. C'est bon. Et donc forcément que ça implique des contradictions, si je puis dire, entre faire de l'argent et pas tout niquer. Comme le titre Niquons la planète de la Exactement. Calestin Tabank. C'est franchement bien vu, Ilan, bravo. Merci beaucoup, moi je suis de meilleure transition. Après, est-ce que les GAFAM et les Natu, du coup, peuvent continuer d'exister dans ce monde en crise énergétique? Pour moi, oui. Car c'est, entre guillemets, l'avenir, c'est-à-dire que c'est ce vers quoi on se tend, et c'est un avenir qui, bon, vous connaissez mon penchant maintenant pour tout ce qui est technologie, me plaît, et qui est totalement possible. Par contre, en revoyant, peut-être pas nos objectifs à la baisse, mais en remettant vraiment l'écologie au centre. C'est-à-dire que si t'as pas l'écologie, t'as plus rien à côté parce que t'as pas de planète. Donc faut remettre en perspective. Mais pour moi, faut pas les arrêter pour autant. Et après, c'est pas une question de les diminuer, c'est plus de mieux les faire et de mieux les penser. Bah, comme tout, en fait, c'est mieux vivre. On est deux dans ce débat, Noé. J'avoue, les deux autres, vous en pensez quoi? Attention, Claire va nous taper dessus. Non, sincèrement, moi je pense aussi que, ils peuvent exister. Bah, j'ai globalement le même point de vue que Artichou. Tant que je réfléchisse. C'est toujours les deux là qui ont les mêmes points de vue, ça va pas ça. C'est normal, on est juste supérieur. Allez, hop. Non, On a entendu l'écho, ça en m'a vrai, fait je beaucoup pense rire. qu'on a un point de vue un peu plus scientifique et peut-être un peu, je dirais, pragmatique, mais Ouais. en fait, Ouais. tous les Non, deux maths physique. pas nécessairement. Mais- Vous avez un point de vue très mathématique en fait. peut-être. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vraiment pour moi, c'est qu'il y a une idée vraiment de c'est l'avenir et peu importe ce que tu fais, tu vas. Après, sur y c'est aller. l'avenir, moi je le mettrai pas au présent, à l'affirmative. Moi je le mettrai au conditionnel. Je suis pas totalement d'accord. Si, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Oui, non, mais c'est Ouais. l'un des avenirs les plus probables. Voilà, voilà. Mais quand tu penses que justement, pour me reparler vite fait du multiverse, on va créer totalement un deuxième monde. Enfin, le projet est de créer totalement un deuxième monde, Ça, je trouve ça aberrant. alors qu'on n'arrive même pas à s'occuper d'un seul. Voilà. Ça, je trouve ça aberrant, mais du coup, faut peut-être pas trop s'extrapoler là-dessus parce que ça sera du coup pour l'émission GAFAM. Là, on se Oui. concentre plus sur l'écologie. Pour l'écologie, Le lien entre GAFAM et écologie. j'ai parlé. Est-ce que je peux étendre au Tu sujet peux. de la consommation en Tu peux, général? tu peux. Parce que pour moi, il faudrait un peu plus. Parce que tout le monde va être d'accord, mais c'est très peu contrôlé. Tout le monde a dans les mentalités ce qu'est l'état actuel de la planète et ce qu'on en court, mais c'est très peu contrôlé. C'est-à-dire que, je sais pas, on passe du temps à faire des lois, à reprendre des projets, etc., à essayer de contrôler. Mais je ne comprends pas qu'on ne mette pas la planète dans un axe quand même principal, alors que c'est Exactement. totalement ce qu'on a besoin. C'est comme si tu construis un corps humain et que tu vas t'attarder sur la taille de l'ongle sans avoir construit de cœur. ou de Exactement, cerveau. c'est notamment Sherazade Zaiter durant son entretien a mentionné ce sujet en parlant des très très riches. Et l'une des interventions des élèves, c'était concernant les très très riches, le fait qu'ils ne faisaient pas grand chose pour l'écologie. Et elle a tenu comme argument: qu'est-ce que vous savez qu'ils ne fassent pas grand chose avec les écologies? Quand ils prennent leur jet privé, c'est pour gagner du temps, le temps c'est de l'argent, et après ce qui est important c'est où est-ce qu'ils réinvestissent cet argent, tout ça. Bon, certes, je suis pas forcément d'accord avec tout ça, mais en fait je pense qu'elle a oublié un point essentiel, c'est l'urgence climatique, parce qu'aujourd'hui notre planète... Ça, t'es pas à 10 heures près. Hein. Notre planète, c'est vraiment genre un peu l'endroit où on vit, quoi. Et si la planète meurt, nous on crève. Oh, on ira sur Mars. Et aujourd'hui, la planète est en train de crever. Et je pense que plus on a les moyens d'agir, plus on a la responsabilité d'agir. Et aujourd'hui, comme tout passe par l'argent, ils ont quand même une certaine responsabilité Alors maintenant, pour l'action. je vais t'avancer un truc, c'est que ok, le mec il a ses petits millions, ses petits milliards, et il va donner
il va donner pour l'écologie. Après, on va faire. Mais Non, pour le droit c'est- des femmes, tu fais quoi? C'est pas forcément donné pour Par exemple. l'écologie. Non, C'est- mais il va investir. Ok. Ouais. Mais ok, pour cette cause, ok, pour le droit des femmes, pour la recherche contre le sida, Mhm. pour, je sais pas, la fin dans le monde, pour ça. Et au bout d'un moment, tu n'es plus maître de ça. Ouais, parce que t'as 30 000 problèmes. Oui. C'est normal, tu ne peux mais, pas tenir quelqu'un de riche comme sauveur de la planète. pas, ni Enfin, non, mais- sauveur, ni responsable. Oui, voilà, mais. Juste, il a, si, responsable, une certaine responsabilité, parce qu'il a les moyens, tu vois. Mais si. Alors, il a les moyens de mettre de l'argent, c'est cool. Et Mais en une fois fait, que t'as mis de l'argent sur la table, faut ce des moyen- gens pour le faire. Ouais. C'est quoi je peux te ramener 30 millions en billets sur la table, ça va pas régler les Non, problèmes mais dans le monde. c'est un investissement et tu peux Oui, mais c'est qui engager les gens qui font cet investissement? des projets. Mais t'en as plein, justement, des projets qui existent, qui cherchent des investisseurs pour. Ah oui, pour d'accord, exister ok, pour oui, la donc planète. c'est vrai que dans ce sens-là. Et aussi, concernant ce que tu disais sur les problèmes, les droits des femmes, tout ça, le truc qui est très compliqué avec cette histoire, c'est qu'on ne peut pas prendre un problème comme étant plus important que l'autre. Je suis d'accord. Et c'est là un petit peu le paradoxe. Mais il reste que, par exemple, comment il s'appelle, le patron de Microsoft. Bill Gates. Ouais, c'est Bill Gates. Bill Gates investit énormément dans la recherche de la médecine, si je ne Alors trompe oui, pas. alors Bill Gates, c'est une histoire particulière. C'est que Bill Gates, il a fait énormément d'erreurs avec Ouais. Microsoft, et notamment écologique, éthique, etc. Et pour des raisons éthiques, il a quitté premièrement ce poste de PDG, mais il est resté au conseil. Ensuite, il a quitté le conseil, mais il a influencé. Et ce n'est que depuis 2017 ou 2019, c'est une des deux, qu'il est plus du tout dans les affaires de Microsoft et qui se concentre entièrement dans sa fondation. Après, il y a eu plusieurs polémiques dans la autour de recherche sa de la fondation. médecine. Certains disent qu'il aurait essayé de faire de l'argent sur le Covid en investissant dans la recherche pour récupérer l'argent, mais ça, on ne saura pas le fin mot de l'histoire. Mais voilà, toujours est-il que Bill Gates a sa fondation, voilà, qui est pour but, de ce qui est dit, de purement, sa fondation est purement pas humanitaire, mais dans le Recherche médicinale, Voilà. si je me trompe pas, pour faire il y a avancer plusieurs la- projets. Et donc tu vois, comme tu dis, il y a plusieurs projets. C'est des projets justement pour essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer d'avancer sur le bon chemin, entre guillemets. Mais après, ça, c'est juste une question de point de vue. Et- Parce que là, je vais Et par exemple, si on prend un contre-exemple de Bill Gates, le mec qui gère Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, merci beaucoup. Jeff Bezos, on peut se demander, il fait quoi pour tous ces problèmes, pour tous ces projets, tu vois? Mais on peut se demander, mais le français moyen, qu'est-ce qu'il fait pour tous ces problèmes et pour tous ces projets? Le français moyen, je pense qu'il fait déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que, regarde-toi, t'es un français moyen, tu fais déjà beaucoup, on est d'accord. Je fais quoi? J'éteins la lumière, voilà, ça, c'est que des trucs comme ça. C'est des petites actions, mais Mais Et qu'est-ce le qui dit truc, que c'est lui, il que éteint pas sa lumière? Certes, c'est une tu- villa, mais il ouais, éteint mais sa lumière. tu peux pas faire des grosses actions, toi, alors que lui, il a les moyens de le faire, donc Voilà, il a une c'est ça. certaine Alors, responsabilité de le faire. non, je suis pas d'accord, c'est pas parce qu'il a les moyens qu'il le doit. Ça s'appelle Si. quand même. Non, C'est- non, non, bah non. Quand tu as les moyens de faire quelque chose et que tu es dans une urgence climatique, dans une urgence qui dépend de ta survie, tu dois le faire. Genre, je sais pas, tu vois quelqu'un qui va se faire écraser par un bus, tu as le moyen d'aller le sauver sans te mettre en danger, tu vas aller le sauver, tu vois. Alors ça, c'est tout à fait différent. Parce que là, Je c'était pense que vraiment c'est pareil. dans l'urgence. Nous, on parle d'urgence climatique. Alors qu'un mec qui est handicapé, qui a pas forcément qui est handicapé moteur, va pas pouvoir aller sauver parce qu'il a pas les moyens de le faire. Est-ce qu'on pourrait pas dire que, comme dans le cas du bus, c'est de la non-assistance à personne en danger, est-ce que là, ce serait pas de la non-assistance à planète en danger, à nature en danger, je suis complètement à d'accord. espèce humaine et On t'a pas espèce beaucoup qui- entendu, Babouilleux, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce qu'on peut reposer la question exacte? La question exacte, ah oui, c'est vrai que tu n'y as pas répondu. Est-ce que les GAFAM peuvent-ils continuer d'exister dans un monde d'urgence climatique? Pour moi, oui. Mais si on les pas contraintes, mais si elles se restreignent à se concentrer énormément sur l'écologie et à s'axer, à se développer là-dedans et dans ce but-là. C'est-à-dire un exemple, si tu prends, je sais pas, une des 5 GAFAM, Par ta exemple, préférée. Google, Amazon, Facebook. je sais pas, Google, ils développent des téléphones, des trucs comme ça? Je sais Oui. pas. Moi, c'est le seul exemple que j'ai en tête Oui, vas-y. vraiment Oui, précis. Google font des téléphones. Par exemple, le fait de plutôt d'investir dans de la recherche pour avoir des téléphones plus performants, d'investir pour avoir des téléphones qui tiennent plus longtemps, qui sont plus recyclables, qui consomment moins, etc. Mais est-ce que c'est pas une forme de plus Plus performant? performant, je suis d'accord. En soi, oui, mais là, c'est quand, plus quand dans on la parle de quête performance, ce l'écologie. serait performance, rapidité, puissance, tu vois, puissance graphique, puissance Parce que sonore, tout est-ce ça. qu'on pourrait pas aussi allier les deux? Parce que d'un côté où tu te dis, ouais, là, ce qu'on veut globalement, enfin, je caricature des gens qui peuvent penser ça, c'est, un retour à la préhistoire un peu, tu vois.
ce qui n'est pas le cas. C'est de la caricature, oui. Voilà, c'est-à-dire que si tu as un téléphone il faut savoir que... je peux finir, ouais, qui va être peut-être moins puissant, mais qui va être plus écologique, bah il y en a qui vont dire ouais c'est moins puissant donc on revient en arrière. Alors est-ce qu'on pourrait essayer d'allier les deux, c'est-à-dire que de donner un côté cool et branché entre guillemets à l'écologie, tu vois? Est-ce qu'on, enfin, pour moi c'est pour ça qu'il faut pousser les GAFAM à se diriger là-dedans. Alors Claire, sur cet exemple des téléphones, il faut savoir que il y a à peu près un mois, j'avais un super téléphone, j'en étais très content, qui est tombé de 2 cm sur un petit caillou qui a brisé l'écran et l'écran est mort. J'ai l'intention de le faire réparer, mais en attendant j'ai récupéré un vieux téléphone qu'utilisait ma sœur. Et vraiment, passer du téléphone super neuf à ça, j'avais l'impression d'être sur un Nokia 3310. Au bout de 2 jours, ce téléphone, je l'ai adopté. Vraiment, il est très très bien. Alors que pourtant, il est vraiment 3 fois moins puissant. Vraiment, ça sert à rien d'avoir des super puissances, de la super fidélité. Ça dépend qui tu es et ce que t'en fais. C'est ça. C'est-à-dire que je suis d'accord que Apple est la plus grosse arnaque parce qu'ils mettent des puces M2 dans des trucs pour des gens qui vont juste aller sur Insta et checker leur mail. Alors que tu vois, ça dépend. Tu vas en fait, tout dépend des utilisations, quoi. Faut juste remettre en perspective tes besoins, mais ça c'est à l'échelle de tout. C'est juste qu'on est à la quête à je veux le plus performant, etc. Et là, c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est pas les GAFAM qu'il faut pousser à faire ça pour moi, parce que tout simplement, le but d'une entreprise, c'est créer de la richesse, que vous le vouliez ou non, c'est créer de la richesse. Et une entreprise ne peut pas baser ses richesses et son business plan sur on va faire du moins performant, plus écologique, parce que ça ne marche pas. Oui. Et si ça ne marche pas, ils sont à perte. Et une entreprise ne peut pas être à perte. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait que l'écologie, ce soit vraiment un vrai argument de vente et pas juste un artifice. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit un appareil est écologique, il est bien pour la planète, on est d'accord que c'est vraiment un artifice créé par les entreprises pour faire vendre. C'est en train de changer. Et il faut que ça évolue. Et pour moi, en fait, l'écologie, c'est comme la puissance d'un appareil, tout ça. Ça doit être vraiment un facteur de vente qui doit être pris en compte pour faire vendre plus un produit et qui, finalement, il tienne son but d'être plus écologique. Un truc, d'ailleurs, tant que j'y pense, je repique sur les bonnes actions. Si vous avez 6 téléphones qui dorment dans vos placards qui servent à rien, soit vous venez me les donner, non, soit totalement vous les faites recycler, c'est-à-dire que il y a énormément de métaux précieux, parmi des métaux qui sont extrêmement rares et extrêmement chers. On va avoir par exemple du palladium, du titane, etc., qui vont être compliqués, enfin titane, oui bon c'est pas le meilleur exemple, mais palladium, or, nickel, etc., qui vont être compliqués à retrouver. Et donc recycler les téléphones, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Je pose ça là. Recycler les lunettes aussi, parce qu'on l'oublie très souvent, mais les lunettes sont recyclables, peuvent être réutilisées, etc. Je pose ça là parce que plein de gens gardent plein de paires de lunettes inutilisées, donc voilà. C'était une blague ou pas, le fait de te refiler des vieux téléphones? Parce que sincèrement, j'en ai 2. Sincèrement, non, parce que j'en ai 3-4 que je suis en train de réparer ou alors que je fais des petits tests parce que j'en ai besoin. Bah, du coup, sincèrement, je pense que j'en ai peut-être 2 à te passer, mais ça, c'est un. Oui, bon, voilà. Alors, moi, je profite du fait qu'Ilan ait abordé le sujet d'une entreprise qui a pour but de faire du profit, de créer de la richesse, sinon elle est en déficit économique et donc elle se fait fermer, quoi. Et donc, ça revient sur ma deuxième question que je vous pose. Peut-on vivre dans un monde centré sur l'économie? Le mot centré est important. Sur l'économie ou sur l'écologie? Sur l'économie, avec un N, avec l'urgence climatique à laquelle on est confronté. Babouillou, tu commences parce que... J'ai une info que j'ai très envie de donner depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas comment la caler, donc je la cale maintenant. On a vu ça en SES, et notre chapitre, c'est, je cite, « Quelle action publique pour l'environnement ?» Et donc on étudie plein de trucs qui sont mis en place, qui peuvent être mis en place, etc. Et c'est un peu rageant de voir tout ce qui peut être mis en place. Mais en tout début du cours, j'ai pas le document exact, donc je pourrais pas vous redire, et ça se trouve, je dis peut-être une bêtise, mais c'est une fourchette. 10% des actions pour avoir une neutralité carbone peuvent être faites par, j'allais dire le commun des mortels, par nous, par les gens, etc. Par les petits gens. Le commun des mortels. Le petit gens, c'est justement... C'est nous. C'est n'importe qui. Ouais. Le français moyen. Et le reste, je sais plus la proportion, c'est je sais plus du tout la proportion, donc je peux pas vous le donner. Mais des 90% restants, ça se répartit entre l'État, entre ce que peut mettre en place l'État et entre les grandes entreprises qu'elles peuvent faire. Et en fait, on se rend bien compte que si on axe un monde sur l'économie, on ne va pas du tout prendre en compte l'écologie. C'est des pensées pas contradictoires, mais qui, quand on néglige l'une, on néglige l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand on se concentre sur une, on néglige l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment pas du tout possible. Parce que tout simplement, on peut baser un truc sur l'économie. Mais dans ce cas, on n'aura plus rien après. Je pense que ce qu'on pourrait, c'est je suis pas spécialement d'accord les avec toi, mettre Boubou, au même niveau. C'est-à-dire que ne pas forcer. J'ai un discours. J'ai un discours très capitaliste, je suis dégoûtée. Mais c'est-à-dire que, imaginons l'économie est tout en haut et l'écologie est tout en bas. Limite, rabaisser l'économie et remonter l'écologie pour que ce soit à un niveau égal. Il y a toujours de l'économie, parce que je pense qu'en vrai, sans une certaine forme d'économie, la société, elle se casse la gueule. Exactement. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu veux continuer ta réflexion ? J'allais dire que sans l'écologie, la société se casse la gueule aussi, mais c'est possible de vivre sans économie, mais c'est un système totalement différent. En gros, c'est juste que c'est une économie quand même, mais c'est juste pas basé sur l'économie. Aujourd'hui, je pense personnellement que l'économie c'est quelque chose d'essentiel à notre société et qui permet de faire continuer de marcher le monde. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, l'écologie arrive derrière, qu'on a négligé et qui vient nous casser la gueule par derrière. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on, comme je l'ai dit, on est vraiment face à l'économie et l'urgence climatique, elle est derrière nous, en train de nous tacler à petit feu. Je ne dirais pas qu'elle est derrière, je dirais au contraire qu'elle est devant. Non, en fait, quand je dis derrière nous, c'est pour dire qu'on la voit pas. Tu vois ? Et en fait, le problème qu'on a posé, c'est l'économie et l'écologie. Comment on fait pour allier les deux ? Comme tu l'as si bien dit, Claire, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, il faut le trouver déjà en comprenant l'urgence climatique, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à ne pas la comprendre. Même nous, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas à quel point ça peut impacter le monde. Sherazade Zaïter, je retourne sur elle encore une fois, a dit dans son entretien qu'il fallait vraiment ouvrir sa vision, ouvrir son esprit et regarder partout dans le monde. Il y a vraiment des endroits dans le monde où c'est invivable. Et donc, l'écologie, ces actions écologiques, il faut les faire en fonction de nos besoins, je pense. Et donc, que l'économie s'adapte à ça et pas l'inverse. Parce qu'on ne peut pas adapter l'écologie à l'économie. Ce que je veux rajouter justement au fait d'ouvrir sa pensée au monde, etc. Donc c'est précisé, c'est à vos yeux, oula, c'est extrêmement condescendant. À nos yeux, nous, Français ou Européens qui vivons dans des pays avancés, etc. C'est simple, ça peut paraître simple de faire beaucoup de choses. Après, simple dans le sens qu'on a les moyens, la possibilité, et on a le moyen justement d'avoir entre guillemets de l'argent à perdre dedans. On peut vivre en perdant de l'argent entre guillemets, mais c'est pas perdre de l'argent. Littéralement créer de l'argent, quoi. Non, en investissant de l'argent dans l'écologie, parce que l'écologie n'est pas quelque chose qui rapporte. C'est un investissement, mais c'est juste pour pouvoir vivre et continuer de vivre. Mais voilà, quand tu as des pays en voie de développement qui n'ont pas de richesse, qui sont en train de se créer une richesse, et qu'on leur dit, y a des entreprises qui arrivent qui disent bon, alors on va juste vous prendre votre sol, mais on va vous payer en échange. Ce n'est pas écologique, mais le pays a besoin d'argent. J'ai pas mal de choses à dire à propos de mon cours aussi. J'allais rebondir, Babouyou, je te laisse parler juste après. Okay. Je crois que j'ai oublié. Bon, Babouyou, je te laisse parler maintenant. Okay. C'est dommage parce que c'était intéressant. Vous savez, les pays, on est noté par pays les plus polluants. La France, on n'est pas bien placé, mais on est quand même, c'est pas les pires. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a énormément d'entreprises qui sont délocalisées, qui se trouvent dans des pays en développement. À savoir qu'il y a des aides qui sont également possibles. Oui. C'est-à-dire des pays qui sont délocalisés, c'est que qui se trouvent pas dans notre pays, mais qui sont prévus pour nous. Le siège social, il est ça, dans notre pays. Je sais pas du tout. J'ai peur de dire des bêtises. C'est-à-dire qu'ils sont prévus pour nous. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas. J'ai peur de dire des bêtises. Est-ce que c'est les sociétés qui sont françaises, qui produisent à l'étranger, qui importent en France, ou qui sont totalement délocalisées, mais qui trade avec la France pour... Je veux pas dire de bêtises. À mon avis, il y a les deux. Ouais. Oui, je veux pas dire de bêtises là-dessus. D'accord. Mais en tout cas, ces entreprises, elles sont pas prises en compte. À savoir qu'il y a aussi un système, il me semble que c'est les quotas d'émissions, ou quelque chose du genre, ou les taxes à la pollution carbone. Je veux pas dire de bêtises, mais il y en a un des deux, il me semble, qui permet, en fait, avec l'argent récolté, d'aider des pays en voie de développement à être subventionnés. C'est-à-dire que je sais c'est déjà arrivé. Encore une fois, j'ai mon cours, mais j'ai pas les chiffres exacts et je veux pas dire de bêtises. Prenez des pincettes et vérifiez par vous-même. On a lors de la COP 21, il me semble, ils ont décrété déverser des aides à certains pays, etc.
Je bafouille énormément, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a moyen d'aider les pays en développement avec un esprit de solidarité et de répartition de la pollution, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà, qu'il y a moyen et qu'il y a des possibilités comme ça, qu'il y a des subventions qui existent, qu'il y a des aides, etc. Et que c'est quelque chose qui est mis en place. Oui, bah, c'est ça le problème. Il vient des entreprises qui font de l'argent. Bah oui. Le problème, c'est que les aides aussi, ça reste des aides. Ce cercle-là. Oui, en fait, il faut aider les pays en développement parce que c'est eux qui payent nos pots cassés déjà et qui n'ont pas les moyens de faire ça. C'est pour ça que c'est super important d'aider les pays en développement tout en nous développant du côté écologique. Alors moi, je veux rebondir sur quelque chose qu'a dit Ilan. C'est bon, je m'en suis souvenu et j'ai même pris des notes pour ne pas le réoublier une deuxième fois. Il avait dit l'écologie ne rapporte pas. Et donc c'est pour ça que les investisseurs n'investissaient pas là-dedans. Alors ne rapporte pas totalement juste économiquement parlant. C'est ça, économiquement parlant. Ça rapporte la vie. Excuse-moi, est-ce que je peux donner l'info que j'ai trouvée avant que ça parte des gens ? Ok. L'accord du coup de la COP21 confirme le versement par les pays développés de 100 milliards de dollars, soit 90 milliards d'euros, par an à partir de 2020 aux pays en développement pour les aider à la fois à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux évolutions du climat. Cette somme est présentée comme un plancher. Voilà. Plancher. Ou un minimum. Ah, ok. Oui, et donc du coup, moi je voulais rebondir là-dessus sur le fait que l'écologie ne rapportait pas de richesse économique. En fait, c'est un besoin primaire, l'écologie, parce que sinon on meurt. C'est comme manger, par exemple. Sauf que manger, si on continue dans cet exemple-là, c'est quelque chose qui rapporte aux entreprises parce qu'on crée quelque chose qui va être acheté. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement prendre cet exemple de la nourriture ? Acheter l'écologie ? Non, pas l'acheter, mais prendre cet exemple de la nourriture et essayer de trouver un système qui fonctionne avec l'écologie pour qu'il puisse rapporter de l'argent. C'est-à-dire le rendre commercial. Sauf que pour moi, la nourriture n'est pas le bon exemple. Parce que la nourriture, tu fais ton potager. La nourriture, oui, ça nous fait vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois. Oui, non, mais alors Claire, à l'heure actuelle, on ne peut pas vivre sans l'industrie alimentaire. Je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a toute la nourriture que nous mangeons n'est pas, on l'achète pas forcément. Même l'industrie alimentaire rapporte énormément. C'est pour ça que je prends cet exemple, c'est que c'est un besoin primaire qui rapporte de l'argent. Et est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen pour que l'écologie devienne commerciale et puisse rapporter de l'argent ? Je sais pas. J'ai un exemple. En vendant des ruches d'abeilles, des trucs. J'ai un exemple qui est déjà mis en place. Là, c'est extrêmement théorique, donc il va falloir vous accrocher si vous ne faites pas d'SES. Ça s'appelle le marché des quotas d'émissions. C'est-à-dire qu'une entreprise va avoir, on va déterminer des quotas d'émissions, c'est-à-dire des parts d'émissions qui pourront être données aux entreprises pour leur dire vous avez le droit de polluer tant. Si vous dépassez votre quota, vous devez en acheter d'autres. Et si vous êtes en dessous de votre quota, vous les mettez en vente pour d'autres entreprises. C'est-à-dire que par conséquent, les entreprises qui polluent moins vont pouvoir mettre leur quota en vente, donc en polluant moins, elles se rapportent de l'argent, et les entreprises qui polluent plus vont se retrouver à devoir payer ces quotas. C'est-à-dire que la pollution, là, c'est quelque chose de punitif. La pollution est un marché. Et c'est-à-dire que ça... Question, est-ce qu'il y a un quota global défini de pollution ? Il y a des quotas minimum. Enfin, il y a un quota qui est mais déterminé. il y a tant de pollution pour toutes les entreprises ? Oui. C'est il me semble que je pense qu'ils distribuent les quotas en fonction des entreprises, mais je veux pas. Parce que si tout le monde dépasse, qu'est-ce qui se passe ? Si tout le monde dépasse, tout le monde doit acheter et il n'y a plus rien à vendre. Je pense que juste il y a des punitions. Sincèrement ? Et en fait, je pense que c'est punitif, mais je suis vraiment pas sûre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas l'acheter. Si tout le monde dépasse, il n'y a plus rien sur le marché, il ne peut pas l'acheter. Je suis pas un pro. Je vous explique juste comment fonctionne le marché des quotas d'émissions parce que je veux vraiment pas dire de bêtises. Sur cette idée, je pense que ce serait plutôt cool et puis, mine de rien, de le mettre, en fait, de le déplacer aussi sur les gens normaux en fonction de leurs revenus. Parce que c'est comme des impôts, c'est-à-dire des impôts en fait. Pas que du revenu, tu fais revenu, zone de vie, etc. Voilà. Parce que tu peux gagner 3 000 balles, gagner 3 000 euros dans le centre de Paris et 3 000 euros à Poussy-la-Jarry, c'est pas pareil. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Hein. Là, on parle juste alors, il y a Evelyne théorie. qui me sert les colis tous les matins. Mais déjà, les gars, c'est quelque chose qui est mis en place que pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que je sais plus combien il y en a, mais c'est vraiment pas des masses. Parce que je trouve ça hyper intéressant qu'on doive acheter sa pollution. Je sais pas. Et le but, c'est de diminuer petit à petit le nombre de quotas, etc. Mais le gros problème face à ça, outre le problème que vient de nous poser Ilan, où je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a juste des punitions de la part de personnes qui gèrent ça. Alors tu peux pas acheter plus. Si le marché est fermé, tu ne peux juste pas. Ce qui fait qu'en fait, par an, on aurait un taux fixe. En fait, ce serait comme de l'argent, tu peux pas en créer nulle part, tu sais, de la pollution. C'est-à-dire que par an, il y a, je sais pas, 1000 tonnes de CO2, ce qui est que dalle, soyons honnêtes, c'est 1 pour 1000 d'une personne. Bref, il y a 1000 tonnes de CO2.
on va dire qu'il y a 2 entreprises qui doivent se partager ces 1000 tonnes de CO2. Donc théoriquement, ça ferait 500-500. Il y en a un qui en fait 400, l'autre, elle dépasse, ça va à 600. Bon, celle qui est à 600, paye les 100 à l'autre. Les deux, si le marché est fermé, si il y en a un qui dépasse de 700, ben l'autre il pourrait utiliser que 300. Si le marché est fermé. Je pense mais il n'est pas fermé. Justement, si le marché, c'est-à-dire que, mais si le marché est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de stock. Ah ok, pardon, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, j'avais pas compris ce que ça veut dire. Limite de stock. Je pense que tout simplement, qu'on s'expose à des punitions si on n'est pas capable de faire ça et des taxes, etc. Mais je pense que je ne veux pas dire de bêtises et je pense aussi que ça se régule extrêmement bien tout seul parce que c'est extrêmement valorisant pour les entreprises qui peuvent dépolluer pour peu cher de faire ça et de vendre leur quota. Je pense que ce qu'il faudrait, ce serait juste revoir ce système parce que là, on achète de la pollution aux autres. On n'y connaissait pas bien le système. Non mais en fait, là, on est en pleine réflexion. C'est pas on achète de la pollution aux autres. On achète le droit de polluer. Là, c'est ça, c'est à peu près on achète le droit de polluer aux autres. Le droit de polluer parce que dans tous les cas, tu pollues. C'est-à-dire que tu achètes ta limite. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça se colle à ton besoin. Ce qu'il faudrait, ce serait genre qu'on achète pas la limite des autres, ce qu'ils n'ont pas dépensé et tout. Il faudrait que ce soit genre centralisé et qu'on puisse acheter à ce truc centralisé et qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus de stock comme quelque chose de vrai. Et quand il n'y a plus de stock, tu fais quoi? Même quand tu respires, tu pollues. Les gars, excusez-moi, mais vous ne connaissez pas du tout le quota du marché. Le marché des émissions. On fait des hypothèses. C'est des idées. Parce que peut-être que ça fonctionne déjà comme ça. Non, mais là, c'est complètement des idées. À une solution qu'on pourrait apporter. D'accord, je pense que c'est bien. Après, moi, je n'avais entendu parler aussi de ça. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que en fait, ça va aider à réduire la pollution, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui va acheter, va dire, la pollution à une autre entreprise parce qu'elle en a besoin, ce qui est dommage, c'est que la pollution qu'une entreprise n'a pas utilisée sera quand même utilisée. Tu vois, il y a le côté où, ça va pas aider. Si, parce que ça rapporte de l'argent qui va être investi dans l'écologie. Il y a un maximum. En fait. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est drôle, on lui a bondi dessus là. Si t'as ton entreprise, je reprends mes 2 entreprises, ok, t'es 1000 tonnes, 500. J'ai compris. S'il y a une entreprise qui en utilise que 200 et l'autre a besoin d'en avoir plus, elle va pas obligatoirement acheter les 800. Elle peut en acheter que 600. Du coup, il y en a 200 qui sont utilisés par personne. Mais le problème, c'est que du coup, t'en as quand même 200 qui sont utilisés. Alors qu'ils auraient pu ne pas l'être. Non, qui sont pas utilisés justement. Ils sont pas utilisés, c'est quoi la première entreprise en a utilisé 200, l'autre 600. 200 plus 600, 800. T'as 200 tonnes de trucs qui restent là, qui n'ont pas été pollués. Oui, mais du coup, alors si on se dit que la limite c'est 500 tonnes 500 par personne, par entreprise, t'en as une qui a du coup utilisé les 100 de l'autre, alors que l'autre ne les aurait pas utilisés, ce qui fait que t'aurais, au lieu de 200 non utilisés, t'en aurais eu 300, tu vois. Bah oui, mais c'est ça que je trouve dommage. Après, c'est que j'ai une vision utopique. Non, mais c'est que des fois, t'as besoin d'aller plus loin et des fois, parce que en fait, si tu contrains ça à l'entreprise va pas se dire « Wow, tranquille, on paiera ». Elle va se dire « Si on peut gagner sur ça, on va baisser ». Tu vois. En fait, le truc, c'est que l'objectif, c'est surtout de motiver les personnes qui peuvent dépolluer à le faire et les personnes qui ne peuvent pas à minimiser sans que ce soit, comment expliquer, sans de pénaliser et de mettre une limitation à toutes les entreprises qui est la même pour au final avoir le même taux de pollution, mais qui n'est pas réparti tout le monde. Je reviens sur notre question originelle, c'est j'ai beaucoup trop de choses à dire le verbe pouvoir. Peut-on faire vivre un monde centré sur l'économie avec l'urgence climatique à laquelle on est confronté? Je peux y répondre? Oui. J'adore ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Pour moi, c'est génial, le sujet est passionnant. On a besoin de tout pour faire un monde. Mais sauf que ce tout, il faut le faire rentrer dans des cases, donc non, les équilibrer. Pas forcément de des cases, faut que ce soit mais le faire rentrer sur la planète, quoi. Équitable. Ce que veut dire le faire rentrer sur la planète, donc faire en sorte que ce soit équilibré. Oui, d'accord. Mais donc, il faut que ce soit équitable. Non égalitaire, mais équitable. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin. C'est-à-dire que si t'as pas besoin de faire trop ou... Enfin bref, voilà. L'équité. Faut pas que ce soit égal pareil, mais si c'est un peu plus... en fait, voilà, l'équité, la notion d'équité, d'égalité. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même chose. L'équité, c'est donner à tout le monde ce qu'il a besoin. C'est ça, et j'aime bien cette vision d'équité. Mais donc, c'est possible à condition de... Les gars, faut se pencher sérieusement sur le sujet. Quand tu vois, par exemple, sur un téléphone qui coûte 200 balles, 0,02 € d'éco-participation. 2 centimes sur 200 balles. C'est peu. C'est 2 pour 10 000. C'est très très peu. C'est-à-dire que c'est 0,02
Non, c'est 0,04%. C'est vraiment extrêmement peu. Oui. C'est-à-dire que rien que ça, ce truc d'éco-participation, c'est une très bonne idée. Mais il faut pousser avancer. le concept. Après, en fait, j'ai l'impression qu'on dit qu'on fait les choses, c'est-à-dire on commence à avancer des concepts, mais on va pas du tout au bout. On est des ados. Mais c'est-à-dire, tu vois, t'as une porte, et ben on reste dans l'encadrement de la porte sans avancer. Genre c'est ça, c'est l'humanité. Bon, on a ouvert la porte. Que je vous donne toutes les... Ok, vas-y. Il a pas fini. Non, j'ai pas fini, j'ai trop de choses à dire. Bientôt paraîtra une émission radio nommée Ethics. Non, en vrai, c'est juste des trucs enregistrés qu'on va faire, bref. Où en fait, c'est avec Paul qui était déjà venu. On a beaucoup d'idées. Ça fait pas 1 an que tu dois la faire? Non, pas du tout. Non, mais ça, on devait la faire. On allait prendre le rendez-vous et j'apprends la veille de prendre le rendez-vous pour mon émission radio, donc qui devait être technophile, que Léane et Claire ont pris le créneau. Du coup, on n'a pas pu. Bref, toujours est-il que on débat beaucoup de beaucoup de choses et on aimerait partager notre vision. Et on dit pas qu'on a la bonne vision, on dit juste qu'on aimerait partager notre vision parce que de toute façon, il faut bien faire avancer les choses et il faut proposer des idées. Et donc sur le monde de l'entrepreneuriat, on a eu une idée d'un modèle qu'on appelle à échelle en fait. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Et c'est juste en fait, actuellement, ce qu'on va faire, ce qu'on a l'impression que le monde fait, après on n'y connaît rien. On a 16 ans, Exactement. Voilà. On n'y connaît rien. C'est Mais ce que je voulais c'est dire, un faut regard relativiser. extérieur. Parce que là, on donne plein d'idées, mais c'est des idées qui sont un petit peu dans le vent parce qu'on oui, connaît mais après, très peu de choses. J'invite à ce qu'on nous réponde, je ne sais de quelle manière, mais on trouvera pour justement engager un débat et dire bah écoute, t'as dit ça, mais ça c'est pas possible, je m'y connais, je suis là, etc. Mais voilà, le but est d'avancer et de proposer des idées. Donc on a l'impression que dans le monde de l'entreprise, t'as ta courbe de profit, et une fois que ta courbe de profit a atteint les 14 milliards de milliards de dollars, tu vas commencer à penser à l'écologie, tes salariés, le bien-être, etc. Nous, on proposait un truc à échelon, c'est-à-dire que forcément, ton gain doit être supérieur à ce que tu investis. Voilà. Donc ça s'appelle être en profit, ça s'appelle être une entreprise. Donc pour moi, il faudrait juste que ce soit à échelle. C'est-à-dire que si ton gain augmente, bah, tu vas augmenter, je sais pas, le bien-être de tes salariés, l'écologie, etc. Et il faut toujours que ce soit pas trop loin. C'est-à-dire que faut pas que ton gain, si on prend, je sais pas, une échelle orthonormée, faut pas que ton gain augmente de 4 et que tu augmentes seulement ton écologie de 1. Ouais. Enfin, ton bien-être, ce qu'on va appeler le bien-être de 1. Tu vois, il faut que ça suive. Et là, c'est vraiment à échelle. Tout à fait d'accord. Je peux te donner un exemple qui paraît mis en place, mais qui me semble, je sais plus si c'est une loi qui est passée ou c'était une demande de la part de certains partis, mais je vous le pose là, c'est une théorie qui existe vraiment. Je crois que ça s'appelle le triangle, je sais plus, un truc comme ça. Ça fonctionne du principe de mettre des pourcentages de tes... comment on dit ? Alors, tu parles de quoi ? De ce que tu as en plus des profits. De tes profits. Certains pourcentages de tes profits sont obligés d'être investis dans certaines choses, dans certaines choses, de tes bénéfices. Il y a une partie qui est réservée aux actionnaires, une partie qui est réservée à l'investissement, une partie qui est réservée aux salariés. Et il me semble que du coup c'est un tiers partout, mais je suis pas sûre de ça. Et donc c'est quelque chose qui obligerait les entreprises à la fois à innover, à préserver le bien-être de leurs salariés et à l'augmenter petit à petit et à pourtant continuer à donner à leurs actionnaires, mais moins. Voilà. C'est une loi, ça ? Non, je crois que c'est pas passé. Ah, c'est un... Ok. Bref, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à décrocher. Je propose qu'on commence à conclure. Je suis désolé. Je sais que tu as énormément de choses à dire. Je vois l'heure tourner, je vois la fin. GAFAM avec grand plaisir. Ouais, moi, je suis un peu deg parce que j'ai énormément de choses sur les solutions que peut mettre l'État en place, etc. et qui sont adéquates à l'économie, les limites, les réglementations, les taxes. Je propose qu'on fasse une chose. Après ton intervention, ce qu'on va faire, c'est que chacun, on va essayer de donner un exemple de solution pour allier économie et écologie sur la planète. Fais ton intervention, on le fait juste après. Je t'ai écouté, j'ai oublié. Non, ok, tu pourrais dire ce que tu as dit, tu parlais de quoi Je parlais des solutions des États. Oui, c'est bon. Dans la nature, ce qui prime, c'est la loi du plus fort. Celui qui bouffe l'autre, il a gagné. Jusque-là, on est tous d'accord ? Ouais. Dans la nature, dans la nature sauvage. Ou le plus malin. Oui, c'est la loi du plus fort, celui qui est plus fort sur le plan que tu veux. Toujours est-il que sur le plan des humains, aujourd'hui, celui qui est le plus fort, c'est celui qui a l'argent. Ouais. Est-ce que tout le monde déjà est d'accord avec cette vision qui est un peu radicaliste ? Sincèrement, j'ai pas écouté. Sincèrement, je suis d'accord. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui a l'argent. Dans notre monde dans lequel on vit. C'est toujours la règle du plus fort, mais le plus fort n'est pas physique, etc. C'est celui qui a l'argent. Malheureusement, oui. Pour les entreprises, pour faire de l'argent, donc les entreprises, ça propose des biens ou des services. Pour que les entreprises se fassent de l'argent, il faut qu'il y ait une clientèle. Il faut qu'il y ait faut qu'il y ait quelqu'un en face.
Pour affaiblir quelqu'un, faut l'affaiblir sur ce qu'il tient, sur sa puissance, sur l'argent. Pourquoi, au lieu de juste taxer ouais, t'as pas bien respecté ton quota de CO2, taxe, oui je m'en fous, j'ai des milliards, je t'en donne un peu. Non, c'est pas faudrait ça qui les va, acheter. non. Une proposition. L'image de marque, l'image d'une entreprise. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas ton quota de CO2, c'est marqué en gros rouge sur ta tête. Et ça, la clientèle part. Alors sincèrement, c'est très utopiste parce que les gens, par exemple les fans d'Apple, ils vont continuer sans problème d'aller acheter chez eux. Ça dépend parce qu'il y en a forcément peut-être une petite minorité, mais il y en aura forcément. Ouais, mais le problème c'est que c'est une minorité. J'avais une idée là-dessus. Si on fait minorité par minorité, enfin tout petit par tout petit, à un moment donné, il y a aujourd'hui, quand même des choses qui vont comme l'a dit Lan, on est encore des ados. Je parle de la planète, genre on est vraiment des ados dans l'univers de. Ah non, moi je te parlais pas de moi, je te parle de l'humanité est un ado. Ouais, c'est ça. Parce que il est là sur son lit. Ouais, faut que je range ma chambre. Ouais, t'inquiète, je l'ai fait. C'est exactement ce que je dis. Les gars, vous voyez ce que c'est le Nutri-Score? Oui. Ouais. On pourrait faire exactement pareil avec l'émission. Justement, le Nutri-Score ça marche pas. Alors, si le Nutri-Score ça marche c'est juste que personne ne le comprend. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un produit est qu'il faut pas l'acheter, mais les gens ne faut pas l'acheter. C'est juste qu'il faut l'acheter moins, en gros, parce que c'est quelque chose qui va être moins bon. Ça existe déjà avec en fait les. Ça va, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais par exemple, ça va être, tu vas avoir un logement qui va être A, B, C. L'éco-score. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas avoir la même chose avec un frigo, avec une machine à laver, qui va consommer, je sais pas si c'est en consommer en énergie ou chose comme ça, mais qui va être, bon, plus c'est A, moins ça consomme d'énergie, plus ça va être écolo. Ah, mais c'est la A, B, C, D. Voilà. Ah, mais ça c'est le truc énergétique, oui. Voilà. Mais il faudrait faire ça, mais pour tout. Pour faudrait l'augmenter. Oui, mais donc voilà, c'est ça. Et faire ça pour les émissions de carbone, etc. Oui, c'est ça. Et si tu mets sur la tête d'une entreprise qu'elle est mauvaise et que ça s'attaque à son image de marque. Faudrait obliger dans les pubs et tout, genre t'es obligé de mettre un warning. Ça se discute, hein, tu sais, je suis pas à la tête d'un pays. Pour moi, justement, faut que ça se fasse avec ça, parce qu'une image de marque, ça se fait quoi? Ça se fait avec les pubs. Oui, non, mais pas forcément. Sur les pubs, sur les paquets. Je suis pas spécialement d'accord. Ça vient aussi des produits que tu vends, le prix que tu vends. Par exemple, Apple vend des produits qui sont très bien finis, très chers, alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup de. Ça, c'est l'image de marque. Ça, c'est quelque chose d'autre. Les pubs d'Apple, elles sont extraordinaires, les pubs d'Apple. Enfin, moi, je sais que les musiques de pubs d'Apple, elles sont géniales. Sincèrement, moi, les musiques que j'adore, c'est une musique de pub d'Apple d'AirPod, qui est géniale. Enfin, leurs pubs sont vachement bien faites. J'ai un truc, là c'est pas très précis, mais de toute façon je veux préparer un débat et des chiffres. Je veux que les GAFAM, ça va être une des meilleures. Et je propose même qu'on invite un professionnel. Va falloir s'organiser. Ouais. Toujours est-il que, tout dernier truc, c'est le diagramme des besoins d'une entreprise et de ses envies. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas d'Apple, Apple en général, ça va être des produits technologiques. Si tu recentres, ça va être des produits technologiques beaux, qui font un aspect professionnel. C'est vraiment ça leur envie. C'est avoir quelque chose de joli. Quitte à s'en foutre du prix. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est leur objectif. Et c'est ça, il faut remettre en perspective les objectifs de chaque entreprise, enfin ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent, et ce qu'elles font. C'est ça qu'il faut remettre en perspective. Apple, tu vois, pour moi, ce serait pas d'avoir des produits jolis, ce serait d'avoir des produits qui paraissent de luxe, donc les prix vont avec, tu vois. Non, alors là, c'est pas pour moi, c'est ce que eux disent. Ouais, bon, c'est vite fait ce qu'ils disent. Sauf que, c'est ce que eux disent, c'est-à-dire que t'as un truc, c'est chaque entreprise a ce diagramme, et le leur, c'est nous, notre truc, c'est des produits premium, professionnels, et designés beaux. Tu n'as pas meilleur design dans le technologique que Apple. Ouais. Le stylo, on était à la Fnac, c'est-à-dire que le stylo de Apple, il est étudié pour être juste magnifique, beau au toucher, etc. Mais en soi, il coûte 170 balles. Ouais. Mais c'est un stylo, tu payes le design chez Apple. Donc en fait, c'est que ils vont pas mettre coller une étiquette de luxe parce qu'on a envie d'être de luxe, parce que ça c'est pas que ça vend pas, mais c'est que ça fait très pas mauvaise image, en fait, de dire ok, bah moi je fais un truc de luxe, donc je mets un truc cher, tu vois. Ouais. Par contre, dans ce qu'ils disent, tu vois, un truc premium, un truc en fait, beau ça va esthétiquement, ensemble. en fait, globalement, ça va ensemble, c'est-à-dire que en tout cas, nous, regard extérieur qui n'aimons pas Apple, on peut, c'est clairement ça, on voit un sous-entendu de, ça peut être de luxe, globalement, tu dis premium, beau esthétiquement,
pour moi, c'est des choses que j'associe à quelque chose de luxe. Bah tu oui. vois. Bah ouais, mais après. Bref, tu- je veux quand même recentrer le débat parce que là on est parti Surtout complètement sur autre chose. recentrer puis finir le débat. Finir le débat, c'est pour ça que je veux revenir sur la petite fin de débat que j'avais préparée. C'est chacun énonce une solution pour faire vivre un monde centré sur enfin pour allier économie et écologie. Et j'aimerais commencer. Donc reprendre. Est-ce que je peux finir comme ça, je lis mon cours? Vas-y. Ok. Je suis juste- troisième. Tu finis, tu lis ton cours, on fait les interventions et ça conclut. C'est parfait. Je commence mon intervention. Moi, je veux revenir sur ce qu'a dit Babouyou parce que je trouve ça super intéressant, le fait qu'on puisse acheter sa pollution. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait une sorte de banque de la pollution. C'est très bizarre, mais vraiment, genre... 12 000 CO2, monsieur, oui, c'est faisable. Ouais, c'est ça. Avant une année fiscale, c'est ça, à l'entrée d'une année fiscale, l'entreprise achète un quota de CO2 sur toute son année fiscale et ne doit pas le dépasser. Et si elle le dépasse, bien sûr, il y a des frais supplémentaires et qui sont bien supérieurs. et surtout, le droit de polluer, cette pollution qu'on achète, est limité dans cette banque, c'est-à-dire elle n'est pas infinie et donc comme ça rapporte, ça fait déjà payer les entreprises qui polluent trop et ça rapporte de l'argent dans l'investissement écologique. Ce que je trouve et être donc, très donc intéressant. cet argent que tu rapportes dû à l'achat de la pollution, tu l'investis obligatoirement dans tout ce Obligatoirement. qui est... ça me va. Cette banque, Parce que en fait, c'est une idée qui peut être à creuser. j'estime que cette banque ne doit pas faire de Et profit. à but non lucratif. Exactement. Doit réinvestir. Une banque à but une non super lucratif. idée. Ce Une serait banque très drôle. à but non lucratif. J'adore le concept. C'est quand même incroyable. Bonjour Bref. pléonasme. Bah non, au contraire. Bah, Mais non. l'inverse. Oxymore. Non, À toi. antiphrase. Anti quelque chose. Bon, alors, pendant qu'il médite sur ce qu'il dit, Claire, si tu veux bien enchaîner Alors, sur une solution. moi, j'ai pas vraiment de solution parce que. Une idée de solution. Ouais, mais j'ai même pas une imagination débordante pour trouver des solutions. C'est con, mais voilà. Par contre, moi, je veux juste dire que pour moi, faut faire gaffe. Comme je l'expliquais, j'ai découvert ce matin l'éco-anxiété. Parce qu'en fait, voilà, même dans le débat qu'on a eu, il y a quelque chose de toujours de très sombre et fatal. Alors on dit la planète va crever, quoi, donc c'est très le cas. sombre. Sauf que du coup, ça déprime et ça donne pas envie. Oui, évidemment. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu entre la fatalité, qui est le cas, mais garder un peu de positif quand même, se dire que peut-être qu'on va... essayer de trouver du positif parce que sinon, c'est pas vendeur, entre guillemets, et ça fait déprimer, et donc ça donne pas forcément envie de se mettre, de s'y mettre à l'écologie. Voilà, moi c'est juste ça que... Je suis d'accord. Je voulais dire. Artichou ? Alors, moi, j'ai beaucoup trop de choses à dire, mais on va attendre les GAFAM une énième fois. Mais en fait, en complétant ta pensée, c'est aussi donc la pensée de Noé. La banque non lucrative. Voilà, c'est attaquer la marque là où ça fait mal. C'est-à-dire que justement, sur Apple qui veut faire du premium, si tu leur contrains de mettre une grosse étiquette ce serait sur leur beau design... Ce serait une taxe plus une punition. C'est-à-dire qu'une taxe, c'est cool, mais... Oui, non, mais la taxe, en fait, elle est là pour payer le surplus, tu vois, donc pour payer, pour rapporter de l'argent à... Quand tu peux balancer 44 milliards dans une application avec un petit oiseau bleu, tu t'en fous de payer 1 million de taxes. Sincèrement. Je suis d'accord, mais en fait cette taxe, elle ne servirait pas. Cette taxe, elle ne servirait pas à punir les entreprises, elle servirait juste à payer le surplus de consommation qu'elles ont fait, et après il y aurait la punition d'attaquer l'image de marque ou un truc du genre. Mais c'est pas d'attaquer. Ou le droit de vente, ou je sais pas. Non, c'est pas d'attaquer. En fait, c'est pas d'attaquer pour lui faire du mal, parce que si tu fais du mal à ton entreprise, tu te fais du mal à toi-même. C'est bien pour ça qu'on dit que la finance dirige le monde. Non mais t'as un pays sans entreprise, tu tiens pas. Tu punis là où ça punit. C'était censé être une conclusion. Ouais. Et c'est pour ça que je vais conclure avec une petite touche. Mais il a pas fini. Laissez-moi finir ma pensée, voyons. Je suis bridé dans ces émissions. Voilà. Mais non, tu ne viens pas d'un pays asiatique. Elle est ignoble. Excuse-toi tout de suite. Excusez-moi, il fallait absolument que je la fasse. Non, c'était pas nécessaire. En plus du coup de la bande non lucrative où tu attaques sur l'image de marque, pour moi c'est booster tout ça et de faire de l'écologie pas un marché mais une nécessité au niveau des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat. Oula, je bégaye. Ben en fait, il faut juste le rendre commercial. Non, parce que c'est vraiment une connotation de bof, on n'a pas trouvé de solution, du coup on va faire la thune encore. Bah c'est ça.
Ouais. Je pense que c'est Ça ça fait la parce carotte que aux techniquement, on n'arrive pas à trouver de solution collective. Donc, Après là, on s'est beaucoup axé sur les entreprises, mais encore une fois, l'écologie, ce n'est pas que ça, mais c'est notre débat qui était axé comme ça. Babouillou. Eh bien moi je vais finir par une petite touche positive pour dire ce qui est déjà mis en place, même si j'ai plein d'idées de choses à mettre en place, ça va être plus court de dire ce qu'il est déjà. À savoir que les 4 choses que je vais citer, on les a étudiées en cours, c'est mis en place par l'État, ça a des intérêts et ça a des limites également, les limites qui sont généralement de n'être pas assez efficaces. Il y a tout d'abord les réglementations, c'est très simple, dire tu n'as pas le droit de polluer plus que ce temps. Il y a les taxations. Ça concerne les entreprises qui ne sont pas sur le marché du quota d'émissions, qui vont en gros, en fonction de leur pollution, avoir une taxe. Et les subventions à l'innovation verte, c'est-à-dire que on va te subventionner pour être écolo. Et enfin, il y a le marché des quotas qui concerne les plus grosses entreprises et qui est quelque chose de super intéressant et qu'on pourrait creuser un peu plus, mais qui, encore une fois, n'est pas assez conséquent. Voilà. Merci un changement, beaucoup, ça met du Babouillou. temps, encore une fois. Ah oui. Et donc, c'est sur cette fin de débat qu'on va J'ai hâte de conclure faire les GAFAM. officiellement notre débat le plus long, car il a duré 50 minutes à peu près. C'est passé vite. Non, C'est passé. tu t'attends pas aux GAFAM. Je pense que je serais Sincèrement, capable de parler tout seul des GAFAM ou de Non, l'entrepreneuriat mais pendant des heures. Ce genre de sujet est Petit super entrepreneur que je intéressant. rêve d'être. Waouh. Et je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et bisous tout le monde. Au revoir. Salut.